Effectivement, au nom de tout la PEF, on est vraiment heureux de vous avoir aussi nombreux ce soir. On se réjouit d'avoir ce conférencier de choix, en vedette donc Monsieur Lachaud, puis en vedette aussi nos jeunes, parce que c'est pour eux ce soir qu'on a organisé cette conférence, et pour nos professeurs aussi. Donc beaucoup de vedettes. Pourquoi Monsieur Lachaud? Tout simplement parce que c'est le spécialiste de l'attention, qu'il est le meilleur, et que sa renommée sur ce Eh point est ben, internationale. Voilà. On a eu de la peine à l'attraper, alors profitez-en bien. Hein, voilà. C'était pas facile. Puis aussi parce qu'il tient justement un discours rassurant et puis pragmatique, lorsque beaucoup d'autres interlocuteurs ont un discours plutôt alarmant dans le monde digital qui nous submerge et dans lequel on vit. Donc voilà, on aura l'impression que déjà tout va mieux dans 5 minutes, alors que 5 minutes avant, on était prêt à sombrer dans le gouffre. Et puis, plus sérieusement, parce que M. Jean-Philippe Lachaud est directeur de recherche j'ai mes notes, à l'INCRM, pour pas que je dise de bêtises, où il travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, et que ça nous intéressait justement d'entendre la position d'un neuroscientifique sur ce sujet passionnant de l'attention, comme sur celui de manière générale du fonctionnement du cerveau. Avec ses recherches justement sur les mécanismes neuronaux de l'attention et sur la concentration, il va justement être à même de nous répondre sur des questions qu'on pose tous les jours, et puis justement qui sont pourquoi on est si facilement distrait, ou mes enfants sont-ils distraits, se concentrer demande-t-il un effort, ou bien justement, est-ce qu'avec l'attention, c'est ce qui nous intéresse aussi ce soir, on peut améliorer la performance puis l'apprentissage. Voilà, et pour toutes ces raisons, et enfin parce qu'il porte un intérêt tout particulièrement aux jeunes, si on discutait avec lui tout à l'heure du programme Atoll qu'il a mis au point au sein de l'éducation française. Donc, en dehors de son travail de recherche en neurosciences cognitives, il met souvent une action sur le long terme pour promouvoir la maîtrise de l'attention comme une valeur, une valeur douce dans notre société. Puis il a monté ce programme pour les jeunes, en fait. C'est vraiment destiné à nos élèves ce soir. Et puis, pourquoi le thème de l'attention? Parce que c'est son dada. Quand on a dit sur quel thème, c'est le sien. Voilà, on va l'entendre là-dessus. Parce qu'on sait aussi que c'est la base de la réussite avant d'aborder n'importe quel programme en cours. Je discutais justement avec un professeur qui m'a donné l'idée de contacter Monsieur Lachaud, qui me disait, mais si on n'a pas l'attention des élèves, ça ne sert à rien de faire notre cours. Et puis que paradoxalement, l'école, elle nous donne souvent des cours de maths, de français ou que sais-je, mais qu'on ne nous donne pas des cours sur la concentration. En tout cas, pas toujours. Et puis, parce que ça intéresse justement les élèves, les professeurs, les parents, les adultes qu'on est. On a aussi tous les jours dans notre travail plusieurs choses à gérer. Donc, ça va peut-être aussi tout d'un coup nous illuminer. Et puis, parce que justement, il y avait un appétit de la part de l'Institut de Florimont, qui est convaincu de cette approche, puis qui travaille de concert déjà sur ce point avec Monsieur Jean-Luc Berthier, qu'on avait aussi eu comme conférence, que l'Institut avait invité, et puis que Monsieur Lachaud connaît bien, puis c'est une figure phare d'éducation française. Et il travaille aussi avec cette approche séquentielle et de l'attention, et on est en tout cas dans la même longueur d'onde. Donc, ce soir, ce qu'on voulait justement sur ce thème, c'est de vous apporter quelques clés pratiques pour bien traverser justement vos enjeux de tous les jours, et c'est ce qu'on essaye toujours un petit peu de vous apporter avec les conférences qu'on vous donne. Donc voilà, le but de notre coach en neurosciences ce soir, ça ne va pas être de vous parler de méthodes d'apprentissage, mais ça va nous permettre de décrypter simplement des mécanismes de la concentration et paradoxalement aussi de la distraction. Puis à chacun, alors adulte comme enfant, on pourra considérer notre propre attention de manière peut-être positive et dans une objectif de maîtrise, si j'ai bien compris, Monsieur Lachaud, plutôt que dans une attitude de découragement et de grave culpabilité. Alors voilà, donc je vous laisse la parole. Avant 5 secondes, je crois qu'Amélie t'a déjà dit, ou on va peut-être rappeler aussi que la conférence Monsieur Lachaud sera enregistrée, donc vous aurez la chance dans quelques jours, c'est jamais immédiat, mais dans quelques jours, elle sera aussi sur notre site. Donc pour ceux qui voudraient la réentendre, les fans, ou bien pour ceux qui l'auraient loupé, ou des amis qui veulent l'entendre, ce sera sur notre site. Et quelque chose qui se trouve déjà aussi maintenant sur notre site, c'est sa bibliographie,
Donc là, je le répète aussi un petit peu, vous m'avez dit que les petites bulles de l'attention, ce sera plutôt pour les jeunes, la magie de la concentration plutôt pour les familles, et l'attention, ça s'apprend pour les enseignants. Et puis, on avait dit aussi que pour les enseignants, si on va sur le web et qu'on cherche Atoll, c'est gratuit, c'est à disposition de tous les enseignants. Il y a plusieurs modules, hein, si je ne me trompe Oui, des pas, séquences. Ouais. et plusieurs séquences. Et voilà, donc bonne conférence à tous. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. On aura quelques questions au milieu de la conférence. On se permettra de les poser à Monsieur Lachaud et puis tout à la fin. Au revoir. Et bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous virtuellement. Je suis toujours émerveillé par ce que le cerveau est capable de faire. C'est-à-dire que là, je vais me livrer à un exercice d'auto-hypnose. C'est-à-dire que je vais complètement oublier que je suis face à ma petite table avec mon ordinateur, dans une petite pièce tout seul, et je vais m'imaginer être devant plein de gens en train de leur parler. Et je sais que je vais y arriver. Et c'est étonnant ce que le cerveau est capable de faire. On parle souvent des super pouvoirs du cerveau, ça, c'en est un qui m'épate toujours. D'ailleurs, qui est lié à l'attention, parce qu'en fait, je me concentre sur vous, en fait, sur l'image que je projette de vous pendant ce temps-là. Donc, je vais vous parler effectivement d'attention ce soir, d'attention, de concentration, et avec comme point de départ les neurosciences cognitives de l'attention, qui permettent de donner à l'attention une implémentation biologique, c'est-à-dire l'attention et la concentration, c'est avant tout c'est des neurones qui s'activent. Et ce que ça veut dire, c'est que comme c'est des neurones qui s'activent, c'est de la biologie. Il y a des lois qui gouvernent les déplacements de l'attention, etc. Et donc, ce n'est pas quelque chose de complètement évanescent, l'attention, donc on n'aura aucune idée de comment contrôler ça. Ça vient, ça part, comme une sorte de, je sais pas quoi, d'énergie mystique. Non, c'est quelque chose de tout à fait biologique. Donc, comme c'est biologique, effectivement, on peut comprendre comment ça fonctionne et on peut en déduire des façons de l'utiliser de façon optimale, on va dire. Donc, ça va être le fil rouge de mon exposé de ce soir, sachant que, en fait, ce que je vais essayer de faire avec vous, l'exercice qui n'est pas si facile, c'est d'essayer de construire ensemble une éducation de l'attention. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faudra apprendre sur l'attention si on partait de zéro? Donc, c'est comme ça que je vais guider le petit exposé à travers cinq sections. On s'arrêtera après la deuxième pour prendre quelques petites questions. Enfin, voilà, je vais faire ça avec vous. Ce ne sera pas très compliqué, c'est assez ludique, c'est surtout imagé, donc ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est très accessible. Donc, effectivement, le programme Atoll, mais peut-être j'en reparlerai à la fin, ATOLE, c'est apprendre à être attentif, virgule à l'école. La virgule, elle est là parce qu'on utilise l'école pour apprendre à être attentif. Ce n'est pas juste pour être attentif à l'école. Et donc, le programme Atoll, vous tapez sur Internet programme Atoll, vous tombez dessus, il suffit de laisser une adresse email, vous téléchargez tout, c'est tout gratuit. C'est un programme qui se met dans les classes. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard dans les questions. Mais tout de suite, juste une chose, parce que j'ai vu qu'il y était beaucoup de questions de trucs et d'astuces. Déjà, on va dire, alors si je m'adresse aux enseignants, je pourrais dire que le point de départ, peut-être une des raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est j'aimerais que les élèves soient plus concentrés. Pour les élèves, ce serait j'aimerais être plus concentré, tout simplement, en classe. Donc, si on prend ça comme point de départ, en gros, il y a deux types de solutions. Il y a la solution très facile et il y a une solution qui est plus lente. Alors, la solution facile, voilà, chemin facile. Donc ça, c'est vraiment pas long. En quelques instants, c'est fait. Tout le monde sera concentré. C'est, hop, la magie. Et oui, la magie. Attentionnos, c'est parti. Vous avez votre classe et ça y est, elle est parfaitement concentrée. Hélas, la magie, dans notre monde réel, ça ne marche pas. L'attention, on ne peut pas demander à une classe, des élèves tout d'un coup d'être parfaitement concentrés avec quelques trucs qu'on leur enseignerait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Ça prend un petit peu de temps quand même. C'est-à-dire qu'on accepte que, par exemple, apprendre à, je sais pas, faire du vélo, ça prend du temps. Apprendre le judo, ça prend du temps. Apprendre à naviguer sur un bateau, ça prend du temps. Apprendre les maths, ça prend du temps. Apprendre à lire, ça prend du temps. Donc, en fait, tout prend du temps. Et pourquoi est-ce qu'apprendre à se concentrer, ça ne prendrait pas de temps? Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande un certain intérêt pour sa propre attention et sa propre concentration, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, l'observer. Et puis, progressivement, on va être un peu moins nul jusqu'à arriver à une vraie maîtrise. Alors, la bonne nouvelle, c'est que
Par exemple, le ski, si on veut progresser en ski, il faut de la neige. Si on veut progresser en voile, il faut de l'eau. Mais pour progresser en attention et en concentration, il faut n'importe quoi. Toute situation de la vie quotidienne est bonne. Ça peut être un prétexte pour travailler. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que c'est beaucoup plus facile de travailler son attention et sa concentration que n'importe quoi d'autre. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et donc, la démarche longue, c'est la démarche Hermann Granger. Voilà, on l'étudie patiemment et puis on comprend et on s'exerce. Alors, trêve de plaisanterie. Je vais commencer par quelques questions préalables sur la concentration, parce que c'est un peu des questions de bon sens, hein. Quand on dit concentrez-vous, je veux me concentrer, mais en fait, qu'est-ce qu'on concentre quand on est concentré? C'est vrai, après tout. Qu'est-ce qu'on concentre? Et puis aussi, se concentrer, oui, mais sur quoi? Vous dites concentre-toi, mais sur quoi? Concentre-toi pour quoi faire aussi? Bon, si on ne précise pas, on ne peut pas aller bien loin. Et on peut se demander aussi s'il suffit de vouloir se concentrer pour y arriver, après tout. Est-ce que c'est vraiment qu'une affaire de volonté? Pas sûr. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être tout le temps concentré? Ça aussi, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis aussi, cette fameuse question, est-ce qu'on peut se concentrer sur plusieurs choses à la fois? Donc ça va un petit peu organiser mon exposé de ce soir. Je vais passer tranquillement d'un thème à l'autre pour dérouler un petit peu tout ce programme. Que concentre-t-on quand on est concentré? Oui, parce que du concentré de tomate, c'est du concentré de tomate. On voit bien ce qu'on concentre. On concentre des tomates. Mais alors, quand on concentre quoi? On concentre son attention. C'est l'attention qu'on va concentrer. Ce qui permet d'emblée de répondre à la question quelle est la différence entre concentration et attention. Si on concentre son attention, la concentration et l'attention, ça ne peut pas être la même chose. Parfait. Là, j'ai mis une petite image. C'est quand en chimie, on dit qu'un mélange est plus concentré qu'un autre, donc ou plus dilué, ce sera l'inverse. Quand on en a mis plus, hein, vous avez un solvant, puis vous mettez une substance dedans, vous en mettez plus, ça va être dans le même volume, ça va être plus concentré. Donc, il y a cette idée dans la concentration de quantité qu'on met dans un certain volume. Alors, question, pour la concentration de l'attention, quel est le volume, enfin, dans quoi est-ce qu'on met l'attention? Et à mon avis, donc vous voyez la concentration, à mon avis, la réponse, c'est voilà. C'est dans le temps, en fait. C'est-à-dire que la seule chose dans laquelle on puisse concentrer son attention, ça va être surtout du temps. C'est-à-dire que être plus concentré, ça va vouloir dire avant tout que pendant 1 minute maintenant, vous avez été plus souvent attentif à votre cible. Donc là, c'est intéressant de voir les choses comme ça parce que on voit que la recherche d'une bonne qualité de concentration, ça va être au départ une recherche de continuité. Et j'ai eu toute une discussion là-dessus avec, on faisait un jeu vidéo pour apprendre à se concentrer, bon bref, et ils étaient partis, les concepteurs du jeu, sur la notion d'intensité de la concentration. Et je leur disais que je n'étais pas très fan de la notion d'intensité, parce que intensité, déjà, on est toujours un peu en échec, parce que qui vous dit que votre concentration est assez intense? On a l'impression que ça peut toujours être plus intense. Tandis que la continuité, une fois que c'est continu, hein, on ne peut pas faire plus. Et puis l'intensité, ça donne aussi une impression de crispation, qu'il faut vraiment faire un effort, se crisper, alors que vous n'avez pas du tout ça avec la notion de continuité. Je pose mon attention sur quelque chose, hop, elle y reste. Je suis, voilà, il y a une continuité parfaite, très bon état de concentration. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rechercher que de la stabilité. Du coup, ça décale complètement la vision qu'on a de la concentration, quelque chose voilà, désagréable. Je fais un effort de concentration, je me crispe. Dès que je peux relâcher mon effort, ouf, tranquille, ça y est, enfin je peux me reposer. Non, on pose son attention tranquillement sur sa cible et c'est tout. Et puis on la laisse. Puis à un moment, quand c'est plus nécessaire, on la met ailleurs, tout simplement. Donc voilà, on induit comme ça, juste par une question de vocabulaire, en revenant tout simplement à ce que c'est que cette histoire de concentration, quelque chose qui est une relation qui est plus apaisée à son attention et sa concentration. Alors, maintenant, donc, première question qu'on peut se poser, donc la deuxième, alors, concentré, oui, mais sur quoi? Donc, on va bien se concentrer sur quelque chose. Oui, il y avait ce numéro de Cerveau et Psycho qui était sorti sur la concentration, apprendre à se concentrer. Naturellement, ils ont mis une cible. C'était comme si c'était une évidence. On a cette idée de cible en tête. Et ça va induire toute une série de questions et toute une gamme d'exploration qui est hyper intéressante à mener sur la cible de l'attention. En gros, la question, ça va être, j'aborde une tâche, mon attention ne peut pas être partout,
elle va se poser sur une cible, mais quelle cible? Quelle est la cible la plus efficace qui va me rendre la tâche la plus facile? Donc effectivement, sachons, point de départ, que l'attention est incroyablement sélective. Alors il y a plein de petits films qui montrent qu'on a l'impression de tout voir, mais en fait on voit quasiment rien, on voit que des petits détails, ou un seul élément d'une scène. Moi j'aime bien cette bête figure, qui est l'illusion ce qu'on appelle une figure bistable. C'est les visages, le vase de Rubin, où vous voyez soit un vase jaune, soit deux visages qui se font face. Et vous pouvez constater que c'est en gros, soit on voit les visages, soit on voit le vase. On voit bien qu'il y a une sorte de bascule. Il se passe quelque chose au niveau de la perception de ce qu'on perçoit de la figure. Soit on perçoit les visages, soit on perçoit le vase. Mais le changement du bascule d'une perception à une autre va se faire par un geste d'attention. Donc l'attention se déplace d'un objet à un autre, et donc on va percevoir soit l'un, soit l'autre. Donc on peut pas, voilà, il y a une sélection qui se fait. L'attention, elle est sélective. On voit, c'est son travail en fait. L'attention, son travail, c'est de faire une sélection à l'entrée du cerveau, ou un petit peu dedans, pour ne laisser passer que les informations ou les perceptions qui sont réellement importantes. En fait, c'est une sorte de petit nettoyage du monde, où on enlève une grosse partie du monde pour on soit dans un monde plus simple, qui est plus adapté à ce qu'on doit faire. Alors, l'attention étant sélective, un problème, c'est que si jamais votre attention est mal placée, alors là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Vous allez être dans l'incapacité de remarquer. Là, par exemple, on voit cette personne qui a un petit peu raté son créneau. Pourquoi? Parce qu'elle aurait dû remarquer que sa voiture se rapprochait dangereusement de l'autre voiture. Donc elle n'a pas remarqué parce qu'elle n'a pas fait attention à la bonne cible. Comme elle n'a pas remarqué, elle n'a pas réagi, elle n'a pas corrigé, elle aurait dû corriger par voilà, un petit mouvement de volant, etc. Et puis également, si on n'est pas attentif, si on n'est pas attentif à la bonne chose, on ne peut pas apprendre. Vous allez refaire sans arrêt la même erreur parce que tout simplement, vous ne vous rendez pas compte que vous faites une erreur. Et puis, l'attention va être également très importante pour la mémorisation. Si on n'est pas attentif, si quelqu'un vous parle et vous n'êtes pas attentif, en fait, vous ne mémorisez pas ce que vous dit la personne, vous ne pouvez pas le répéter après. Donc, c'est pour ça qu'il va être essentiel de bien placer son attention. Donc là, c'est un petit peu vertigineux parce qu'on voit que d'une part, l'attention est très sélective, donc elle a tendance à se porter sur une toute petite partie du monde à chaque fois. Mais si jamais elle est au mauvais endroit, il y a toutes sortes de problèmes qui émergent. Donc là, stress, on se dit: «Ouh aïe aïe, j'ai intérêt à bien placer mon attention». Alors sur quoi? D'abord, donc comme je le disais, il faut savoir que l'attention, elle se pose donc sur une perception d'abord. Une perception, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on remarque. Le mot percevoir, il est plus facile à comprendre quand on parle de quelque chose qui serait imperceptible. Un mouvement imperceptible, une odeur imperceptible, un son imperceptible, vous voyez bien que vous ne le remarquez pas. Donc on voit ce que c'est que la perception. Percevoir quelque chose, c'est se rendre compte que c'est là. On peut percevoir la couleur du ciel, on peut percevoir le mouvement des branches, on peut percevoir plein de choses. En général, la perception est reliée au sens, mais ça peut être aussi des perceptions internes. Je vais revenir là-dessus. Donc le nombre de cibles possibles pour l'attention est incroyablement vaste et on peut se rendre compte en se disant que l'attention, c'est souvent ce qui permet de répondre à une question. De quelle couleur est le ciel? Vous faites attention à la couleur du ciel pour répondre à cette question. Est-ce que vous avez chaud ou froid? Vous faites attention à votre sensation de température corporelle. Est-ce que vous êtes essoufflé? Faites attention à votre niveau d'oxygénation dans le sang, donc pression d'asphyxie ou non, etc., etc. Donc le nombre de cibles sur lesquelles on peut porter son attention est vraiment incroyablement vaste. Est-ce que vous êtes en train de vous parler dans votre tête en ce moment? Vous allez faire attention à ce qu'on appelle la petite voix dans la tête pour le savoir. Donc l'attention, elle peut aussi être dirigée par l'intérieur. Donc l'attention, alors juste essayer d'énumérer certaines dimensions selon lesquelles l'attention peut se déplacer. Donc on peut varier la cible. Bon, déjà, le plus simple, c'est que l'attention, elle peut se déplacer à un endroit ou à un autre, hein. On peut faire attention à gauche, à droite, devant soi, derrière soi, etc. Elle peut se porter sur un objet ou sur un autre. C'est ce que, même si votre attention reste à peu près au même endroit, là, par exemple, c'est une illusion classique où on voit soit une vieille femme avec son nez, sa bouche, son menton, soit une jeune femme. Une jeune femme, là, ce serait plutôt son cou. Donc c'est pareil, c'est une figure bistable et tout en regardant à peu près la même, vous avez fait attention à peu près à la même chose, la même zone mais en fait, votre attention, elle bascule d'un objet à un autre. Donc elle reste à peu près au même endroit dans l'espace, mais elle se promène à travers des objets. Donc voilà.
Elle peut évidemment se balader d'une modalité sensorielle ou sur une autre. Vous voyez, vous faites attention à un violoniste dans un orchestre, et puis plus sur le son du violon, plus ensuite sur vos sensations corporelles, de confort, d'inconfort sur votre siège. Et si vous êtes en train de mâcher un chewing-gum, donc au goût du chewing-gum, donc vous baladez votre attention d'une modalité sensorielle à une autre. Elle peut se déplacer sur des cibles qui sont internes ou externes. Ça, c'est ce que je parle de la petite voix, mais si je vous demande de penser à un cheval blanc et que je vous demande de quel côté regarde ce cheval blanc, ben, pour répondre à la question, il faut faire attention à une image mentale. C'est ce qu'on appelle une image mentale. Donc, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas voir, enfin, surtout à distance, que votre voisin ne peut pas voir. C'est une image qui est dans votre tête. Voilà. Donc, c'est une cible plutôt interne. Et puis, l'attention peut aussi se placer soit à un niveau local, très local, donc si vous regardez juste une lettre S, ou à un niveau global pour voir la lettre H émerger. On peut faire ce petit jeu de déplacer son attention pour la rendre plus locale, plus globale. Des exemples d'attention mal placée. Une fois, ma fille elle est revenue, dans la même page, elle avait écrit 3 fois 20 V-I-G-N-T. V-I-G-N-T. Bon, alors je regarde ça, et elle ne voyait pas forcément le problème. Et en fait, c'est simplement qu'elle portait son attention à un niveau assez global sur sa lecture au niveau de la forme générale du mot. Donc, ça ressemblait à 20, sauf que si dès que son attention s'est portée à un niveau plus local de l'agencement précis des lettres, elle a immédiatement réalisé son erreur. Donc, vous voyez, son attention s'était placée à un niveau trop global pour sa relecture. Donc, il faut apprendre aussi à adapter le niveau local ou global en fonction de ce qu'on a à faire. Là, justement, quoi qu'on fasse, vous abordez une activité, forcément, votre attention va se porter spontanément sur une cible. Donc, en l'occurrence, pour elle, c'était la forme globale des mots. Ce n'était pas la bonne. Il fallait placer son attention de façon plus précise. Pourquoi une éponge? Parce que je ne sais pas quoi, vous allez passer l'éponge là, sur la table. Et ben, peut-être que votre réflexe, c'est de faire attention à l'éponge, puisque c'est ce qui bouge, c'est l'objet. Sauf que ce n'est pas le plus efficace. En fait, il faut porter son attention à l'espace qu'on vient de découvrir avec l'éponge, puisque c'est là, en fait, il faut vérifier que c'est propre. Donc, vous voyez, c'est parfois plein de petites choses dans la vie qu'on ne fait pas bien, juste parce que l'attention était placée 2 centimètres à côté de ce qu'il fallait vraiment regarder. Donc, ça demande comme ça, voilà, c'est incité à. C'est vraiment des petits décalages. Tiens, je fais attention à ça. Bon, j'arrive pas bien. On m'a dit que c'était pas bien, que j'arrivais pas bien. Mais finalement, est-ce que j'aurais pas pu faire attention juste à autre chose? Ça aurait pas été plus difficile, mais tout simplement de faire attention à cette autre cible-là, mais j'aurais beaucoup mieux réalisé la tâche et avec tout aussi peu d'efforts. Donc voilà, donc c'est vraiment important que les élèves, globalement, apprennent, et les adultes aussi, apprennent à quoi ils peuvent faire attention pour devenir autonomes, pour choisir la cible la plus adaptée à ce qu'ils cherchent à faire. Il y a énormément d'exemples, alors scolaires ou extrascolaires, hein, quelqu'un qui avait le vertige, dès qu'il montait sur un escabeau, et je discutais avec cette personne, et en fait, j'ai réalisé que son attention se portait spontanément sur la distance qu'il y a entre le sol et ses yeux. C'est logique, hein. Mais si elle décalait son attention sur la distance entre ses pieds et le sol, du coup, l'impression de vertige disparaissait parce que c'est beaucoup moins impressionnant, et cetera, et cetera, et cetera. C'est vraiment intéressant d'explorer, de dire: «Tiens, mais à quoi je fais attention là, dans cette situation-là? Est-ce que je pourrais pas faire attention à autre chose parmi toutes les cibles possibles?» Mais il faut quand même savoir qu'il y a des cibles. Alors je dis un élève, hein, mais en fait, c'est vrai pour tout le monde, n'a pas appris à percevoir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à n'importe qui: «Fais attention à ça», parce que ça ne peut pas forcément être visé par l'attention de cette personne. Il va falloir que la cible soit une cible, ce que je vais appeler une cible simple. Une cible simple, c'est une définition évidente, c'est quelque chose, vous me demandez d'y faire attention, j'y fais attention tout de suite. C'est donc que c'est une cible simple pour moi. Vous me demandez de faire attention à, vous me faites goûter j'ai fait une sauce, et voilà, et vous me faites remarquer qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre des saveurs. Sauf que moi, peut-être, parce que je n'ai pas vraiment l'expérience, je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Je ne sais pas à quoi il faut faire attention pour percevoir l'équilibre des saveurs. Donc, c'est une mauvaise cible pour moi. Et du coup, je ne sais pas rectifier. Vous voyez ces enfants qui font la roue, ben, peut-être qu'ils ont l'impression de faire une roue parfaite. Parce que leur attention, qui va leur permettre, ce qu'ils surveillent en fait pour vérifier qu'ils font bien la roue, ça va être le fait que leur dos et leurs hanches sont alignés, par exemple, et leur tête. Donc, c'est leur cible. Sauf que vous, de l'extérieur, vous voyez autre chose.
vous voyez que la roue est ratée parce que les jambes ne sont pas dans l'axe du dos. Donc, ça veut dire que tout simplement, ces enfants se sont trompés de cible. Mais peut-être que, voilà, peut-être qu'ils n'étaient pas capables en fait de chercher comme cible, comme sensation, la sensation d'avoir le dos et les jambes parfaitement alignées, peut-être. En tout cas, il aurait fallu se mettre d'accord avec eux sur le fait que c'était ça, c'était cette sensation précise sur laquelle il fallait porter son attention et qui allait définir un critère de réussite, entre guillemets. Donc attention, vous êtes apprenti musicien, et puis tout d'un coup, on vous dit que votre interprétation manque de fluidité ou voilà, il y a un problème au niveau de la musicalité de votre interprétation. Qu'est-ce que c'est que la musicalité de mon interprétation? Je ne sais pas du tout. Moi, j'apprends la gamme, j'apprends do, ré, mi, je ne sais pas du tout, ça ne veut rien dire. À quoi je dois faire attention? Vous demandez à un élève de 6 ans qui commence à écrire ou de 7 ans, il a écrit son premier petit paragraphe, vous dites: «Il y a un problème de lourdeur de style». Mais qu'est-ce que c'est à quoi est-ce qu'il faut faire attention pour détecter que le style est lourd ou non? Vous voyez, on voit bien qu'en fait, le niveau de cible, ce qu'on peut proposer comme cible d'attention à un élève, va en fait complètement dépendre de son niveau d'expertise dans le domaine. Et qu'on va proposer des cibles de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on grandit. C'est ce qui va permettre de proposer, de lancer un élève qui a 15-16 ans, ou même un petit peu avant, dans une grande lecture d'un texte un peu complet, pour dire, à la recherche de tout ce qui précise le contexte historique, voilà, du texte. Bon, bah, ça devient une cible. Ma cible, j'aborde le texte, ma cible, c'est tout ce qui concerne le contexte historique. Et parce que j'ai passé des années à l'école, cette cible est une cible simple. C'est-à-dire que je peux immédiatement savoir si ce que je vois est précise le contexte historique ou non. Voilà. Donc voilà, donc ces cibles, en fait, il va falloir apprendre à les développer de façon plus ou moins, à développer, enfin adapter le niveau de complexité de la cible. Voilà, est-ce qu'il pleut dehors, cible simple, est-ce que cet acteur a de la présence? Pas évident ça. À quoi dois-je faire attention pour répondre à ces questions? Alors, je termine là-dessus, hein, donc j'ai encore, je vous ai promis 4 sections après. Donc, on pourra en déduire que ce qu'un élève devra savoir, ce qui fait un petit résumé. En gros, c'est que quand moi, élève, je commence à faire quelque chose, mon attention, elle va naturellement se placer à certains endroits, sur certaines sensations, sur certains éléments ou certains phénomènes qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour ce que j'ai à faire. Et que si je ne réussis pas bien ce que je suis en train de faire, je peux donc avoir intérêt à déplacer mon attention vers quelque chose de moins évident, que je peux aussi percevoir facilement, mais qui m'aide davantage. Pour cela, je dois avoir appris à placer mon attention sur d'autres cibles que celles dont j'ai l'habitude. Je dois avoir développé un travail, une capacité d'exploration de cibles sur lesquelles je peux porter attention, pour reconnaître toutes les cibles auxquelles je peux pas facilement faire attention quand je le souhaite, ce que moi j'appelle des cibles simples. Ça peut être des perceptions sensorielles externes ou internes et mentales. Et je dois apprendre à varier ma cible attentionnelle jusqu'à trouver la meilleure. Puis bah, évidemment, ça je rajoute toujours ça, je ne peux pas non plus m'interroger constamment sur la meilleure cible de mon attention dès que je fais quelque chose, dès que je fais quoi que ce soit, dès que je bois un verre d'eau. Donc il y a quand même des petits signes à distinguer qui permettent de dire, bon, pour cette activité-là, ok, je vais réfléchir à ma cible. Pour tout le reste, je m'en fiche totalement. Deuxième petit volet, et puis je vous ai Je me promis permets après. de vous Oui, bien interrompre sûr. juste quelques secondes. J'ai une question. Alors, vous allez me dire, ça se trouve, vous allez y répondre plus tard. Alors, c'était pas forcément le bon moment, mais Mais c'est dans pas ce cas-là, grave. dites-le nous. On a une personne qui demande, est-ce qu'il serait possible de donner des exemples concrets d'outils à mettre en place par les étudiants ou par quelqu'un d'autre afin de les aider à maîtriser leur concentration, justement? Oui. Alors les outils concrets, moi je veux bien, mais ils s'inscrivent dans un programme. C'est-à-dire qu'apprendre à se concentrer et apprendre l'attention, ce sont des techniques, c'est-à-dire que comme les techniques du piano, comme les techniques du violon, donc ça ne peut se comprendre que de manière organisée, en fait. Et des trucs isolés ne vont pas vous apprendre grand-chose. Donc c'est pour ça, en fait, attendez avec un petit peu de patience, je vous déroule l'ensemble du truc. Parce que sinon, c'est pas l'attention, c'est pas comme des moyens mnémotechniques où j'utilise les numéros des départements pour mémoriser un numéro de téléphone. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Je continue tranquillement? Merci. Ouais. Donc, concentrer pour quoi faire?
Donc, ça va être la question. Sachez que la distraction n'est définie que par une intention. Prenez ces personnes-là qui sont dans un bar. Donc, est-ce que la télé dans un bar, c'est distrayant? Ben, oui, si on veut discuter avec son voisin. Mais si là, ces personnes-là sont venues visiblement regarder le Tour de France, donc l'écran est là et c'est ce qu'elles veulent regarder. Donc, l'écran n'est pas une distraction. Donc, on peut pas, rien n'est distrayant. Ça dépend de ce qu'on cherche à faire, ça dépend de son intention. Prenez cette personne-là, elle cherche son chien. Bon, ben, elle entend l'aboiement, c'est important pour chercher son chien. Donc, son cerveau va laisser passer voilà, jusqu'à la partie avant du cerveau pour une prise de décision. Donc, ce signal va être vraiment traité par le cerveau. Et au contraire, si elle fait totalement autre chose, elle est en train de se balader en discutant avec un voisin, bah, c'est plutôt une distraction. Donc, il va être stoppé. Donc, c'est vraiment l'intention, le fait d'avoir une intention qui va permettre de faire un filtre entre ce qui est important et pas important. Du coup, bah, on se doute bien que le fait d'avoir des intentions multiples, ça va rendre la concentration difficile parce qu'il y a un doute sur ce qui est important, pas important. Imaginez que voilà, on joue du piano, vous apprenez un morceau de musique et puis il y a le métronome qui bat la mesure. Mais vous êtes d'abord en train d'essayer de placer vos doigts correctement sur les bonnes notes déjà. Donc, ce qui est important, c'est ça, quoi. L'intention première, c'est de placer les doigts au bon endroit. Donc, le métronome va plutôt être une distraction parce qu'il vous oblige à aller vite et à faire des erreurs. Au contraire, si votre intention, c'est vraiment juste de suivre le rythme du métronome, bah, dans ce cas, à la limite, tant pis si les doigts ne vont pas sur les bonnes notes, mais au moins vous suivez. Donc, ces deux intentions, elles peuvent être contradictoires. Et elles vont commencer à ne plus être contradictoires quand vos mains vont spontanément se poser au bon endroit parce que vous avez automatisé. Dans ce cas-là, vous pourriez faire les choses en même temps. Donc, première chose, donc, une intention claire, ça c'est essentiel. Deuxièmement, et là vraiment on entre dans des modes d'emploi pour la concentration, est-ce qu'il est suffisant d'être attentif? En général non. Vous voyez, ce gardien de but, il est parfaitement attentif au ballon, il le regarde bien, il est bien attentif, mais pourtant il y a un problème, c'est que voilà, il n'arrête pas. Il aurait dû réagir. Donc être concentré, ce n'est pas juste être attentif, on a déjà vu une première différence entre concentration et attention, mais en plus de ça, il va y avoir une notion d'action, d'interaction avec son objet d'attention. Deux exemples simples, vous essayez de tenir un bâton en équilibre sur la main. Bon, ok. Donc, vous pouvez être parfaitement attentif au bâton, mais le bâton, vous allez juste être attentif et constater qu'il tombe. En fait, si vous êtes concentré sur la tâche de le maintenir en équilibre, vous allez réagir. C'est-à-dire que dès que le bâton se décale légèrement, tout de suite, vous devez réagir. D'accord? Donc, il faut être actif. Là, l'autre image que je vous ai mise à droite, c'est une expérience qu'on a fait au laboratoire où on présentait à une personne des lettres sur un écran avec un petit signe avant, point rouge ou point vert. Point rouge, ça voulait dire, bon, cette lettre, c'est pas la peine de se concentrer dessus parce qu'il ne faut pas la mémoriser. Et puis ensuite, point vert, celle-là, il faut se concentrer dessus, il faut la mémoriser. Et vous voyez que quand on est dans cette zone du cerveau, un petit peu à l'avant, le rond blanc, qui sert justement à cette mémoire, ce qu'on appelle la mémoire de travail, on voit que le signal est complètement plat au début et que tout d'un coup, il y a une réaction. Donc le cerveau devient actif par rapport à son objet d'attention. Dans le premier cas, on regardait, on était assez attentif quand même aux lettres qui étaient flashées sur l'écran toutes les secondes, mais on n'était pas vraiment concentré avec une intention de mémorisation. Donc on voit la différence, même pour une tâche complètement mentale qui ne se voit pas de l'extérieur, il y a vraiment une réaction du cerveau. À gauche, c'est une réaction du corps, à droite, c'est une réaction du cerveau. Donc il va toujours y avoir dans cette notion de concentration une notion de réaction, de manière particulière d'agir par rapport à son objet d'attention. Le corps et le cerveau doivent réagir d'une certaine manière, ce que je vais appeler une connexion active. Parfois, la manière de réagir du cerveau à la cible de son attention, donc votre attention elle se pose sur quelque chose, elle doit être décidée et programmée, et non spontanée. Il y a une tâche qui est très connue, qui est la tâche de Stroop, que vous voyez là, ce qui consiste à nommer le plus vite possible la couleur de l'encre utilisée pour écrire les mots. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette tâche. Donc, c'est assez dur à faire, vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, etc. Si vous laissez votre cerveau réagir de façon spontanée, une fois que l'attention est captée par un mot, eh ben, la réaction spontanée, c'est de le lire à haute voix. Donc, ça va donner jaune, jaune, noir, etc. J'arrive même plus à le faire à l'envers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là,
il faut avoir appris à se programmer à l'avance. Je me programme à réagir d'une certaine façon par rapport à mon objet d'attention. Et finalement, dans la concentration, il va vraiment y avoir ça. C'est-à-dire que quand vous voulez vous concentrer sur une tâche, il va falloir, et je vais vous donner un exemple après, il va falloir donc être capable de se programmer à l'avance. Donc je passe ça. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Si quelqu'un vous explique comment vous rendre à la gare depuis chez vous, ou comment fonctionne la machine à laver. Vite fait, voilà, il vous explique qu'il y a une nouvelle machine à laver, il vous explique comment ça fonctionne. Euh, Puis vous êtes, voilà, il n'y a pas la machine à côté, mais il vous décrit le principe. Et ensuite, il va partir. Bah, soit vous écoutez d'une oreille distraite, comme on dit, vous écoutez, bon, voilà, et après, vous vous retrouvez face à la machine à laver, mince, ok, vous ne savez plus du tout comment on fait actionner la machine à laver. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est déjà, bon, ce qui est évident, vous portez votre attention sur ce que dit la personne, mais ce n'est pas tout. Il aurait fallu faire ce qu'on appelle, ce que je vais appeler dans Atoll, une conversion. C'est-à-dire que vous partez de la voix, donc qui est quelque chose qui est auditif et externe, c'est externe, c'est à l'extérieur de vous, et vous allez en fait faire une image mentale. C'est-à-dire que vous allez, là encore, vous allez décider de réagir d'une certaine façon à ce que vous dit la personne, en vous faisant des petites images, en visualisant ce que décrit la personne. Le bouton gauche, je le tourne de 2 crans, puis je suis sur le bouton qui est 3 à partir de la gauche, et là je le mets sur tel programme, etc. Donc la personne décrit, et vous représentez visuellement ce dont il s'agit, voire même vous vous représentez en train de le faire. Et donc vous avez cette façon d'être actif par rapport à ce que dit la personne. Et vous allez voir que si vous avez ça avec comme intention de vous faire un petit film et que vous seriez capable de réexpliquer après, donc à partir de votre petit film que vous avez en tête, donc c'est extrêmement simple, hein, extrêmement explicite ce que vous avez à faire. Votre attention est sur l'extérieur et vous faites cette conversion donc de auditif externe en quelque chose de visuel interne, ces images. Et bien, en fait, vous êtes parfaitement concentré sur ce que dit la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plus vous expliquer ce qu'il faut faire pour se concentrer quand quelqu'un vous explique le fonctionnement d'une machine à laver ou je ne sais pas quel autre mécanisme. Ça consiste exactement en ça, d'être concentré. De la même façon, si vous-même, après, devez décrire à l'oral la façon dont la machine à laver fonctionne ou vos dernières vacances, bah, votre attention va plutôt être sur une image mentale. Donc, ça va être la perception que vous avez favorisée, donc plutôt cette image mentale. Et puis, vous allez convertir ça en décrivant, donc en fait, d'une certaine façon, de l'auditif externe. Donc, ces petites conversions, là, on va pouvoir mettre des petites croix dans ce tableau à double entrée. Elles vont définir des sortes de manières d'agir face à votre objet d'attention qui vont pouvoir s'insérer dans des petits programmes, des petits modes d'emploi pour se concentrer sur différents types d'activités qui sont soit décrire quelque chose qu'on a en tête, soit comprendre quelque chose qu'on nous explique, etc. Donc, c'est ce que moi j'appelle des PIM. Donc, c'est mode d'emploi pour se concentrer. Perception, intention, manière d'agir. De quelle manière je dois agir? Vous avez ces 3 composantes, elles sont tout à fait évidentes en fait. Dès l'instant où vous avez une intention, vous voulez que les choses se passent d'une certaine façon, eh bien, forcément, vous avez en tête ce à quoi vous devez arriver, c'est votre objectif, c'est votre intention. Mais il vous faut également un moyen de contrôle. Vous n'êtes pas complètement passif, vous ne jetez pas les dés, vous n'espérez pas que les choses se passent bien. Vous voulez contrôler, donc vous avez un moyen, quelque chose que vous faites pour que les choses aillent dans le bon sens. Et puis, il faut quelque chose à surveiller ou une information à prendre, ça va être plus la perception, donc ce sur quoi se pose votre attention. Vous avez cette personne qui apprend à se tenir à cheval et vous dites, il vous faut une certaine posture, un peu digne, etc. Ce que doit faire cette personne, c'est qu'elle a cette intention d'avoir cette jolie posture, elle convertit ça en une sensation qu'elle doit retrouver dans son corps. Donc c'est ce à quoi elle va faire attention, ça va être sa perception, parce qu'elle perçoit en priorité, parce que c'est le plus important. Perception d'alignement, par exemple, du dos, des hanches et tout. Et puis, elle n'est pas juste dans cette observation, elle s'applique à bien faire quelque chose. Elle s'applique à bien contrôler, par exemple, en ajustant justement avec les hanches, le dos. Donc, il y a certains muscles sur lesquels elle joue pour bien contrôler qu'elle garde toujours ce bon aliment. Donc, on retrouve ces 3 composantes de perception, d'intention et de manière d'agir, qui étaient pour écouter la description du fonctionnement de la machine à laver, dont j'ai parlé juste avant.
également, comme pour la perception, je parlais de cibles qui doivent être adaptées, cibles simples, voilà, je dois immédiatement pouvoir y faire attention. C'est la même chose pour la manière d'agir. Faut pas proposer une manière d'agir dans le cadre d'une sorte de mode d'emploi pour se concentrer, qu'un élève ne sait pas faire, ne sait pas mettre en place. Par exemple, identifier le nombre premier dans une liste, quand on ne sait pas bien ce que c'est qu'un nombre premier, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider de faire en ayant l'absolue certitude d'y arriver. Ou quand on est un petit peu jeune, trouver toutes les fautes d'orthographe. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Je passe le texte en revue et dès que je vois une faute d'orthographe, je dois la corriger. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Je peux le faire quand j'ai acquis une certaine maîtrise de l'orthographe. Donc là encore, la manière que vous avez de contrôler va dépendre de votre niveau d'expertise. Moi, il y a un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il parle aux enseignants, c'est tenir sa classe. Donc, tenir sa classe, c'est quoi? Vous avez une classe, puis parfois, on sent bien que la classe vous échappe. Ça commence à parler dans tous les sens. Voilà. Et avec une certaine habitude, les enseignants sont capables de sentir que la classe commence à leur échapper. On pourrait leur demander à quoi ils font attention pour le savoir, et ça va être une cible simple pour eux, mais peut-être complexe pour un novice. C'est tout un ensemble de signes qui, ensemble, font que voilà, il y a cette impression que la classe échappe. Et l'enseignant a cette intention que la classe n'échappe jamais, avec une manière d'agir particulière, une manière qui est de ramener la classe à soi, qui va être une manière d'agir qui est simple pour cet enseignant expérimenté et qui va être très complexe, qu'un enseignant novice ne pourrait pas mettre en place. Ça va être un ensemble de choses, un petit mot ici, rappeler un tel par son prénom, un petit geste des mains, jouer avec sa voix, etc. Donc là, c'est pour vous montrer que la manière dont qu'on utilise pour contrôler que tout se passe bien, là encore, peut devenir extrêmement sophistiqué tout en restant simple pour la personne qui maîtrise. Donc, je conclus cette deuxième partie pour vous dire que, voilà, qu'est-ce qu'un élève devra savoir pour savoir se concentrer? Eh bien, il devra savoir que dans bien des cas, faire attention à la bonne cible ne suffit pas, qu'encore faut-il s'y connecter de manière active, c'est-à-dire en réagissant de la bonne manière, qui peut être physique ou mentale. Donc, on a parfois intérêt à se préparer consciemment et volontairement à réagir d'une manière bien précise. C'est ce que j'expliquais avec le Stroop. Voilà, on va m'expliquer quelque chose de compliqué, je me prépare à réagir à ce que va me dire la personne. Par exemple, en me faisant des images mentales. Donc, je m'apprête à faire quelque chose de bien précis. Parce que la manière dont je réagirais spontanément n'est pas forcément la plus adaptée. Par exemple, quand on me fait une explication compliquée, peut-être que ma façon spontanée de réagir serait juste de me répéter mentalement avec ma petite voix ce qu'a dit la personne, en fait, sans vraiment accéder au sens. Je dois donc avoir identifié un ensemble de choses que je peux décider de faire avec l'assurance d'y arriver. Des manières d'agir simples que je peux facilement contrôler. Voilà, ça peut être des actions du corps, des actions mentales, etc. Donc, une bonne concentration, elle va impliquer 3 aspects. Une cible attentionnelle particulière. Donc, on va se rendre sensible à certains éléments qu'on va veiller à percevoir en priorité. Une manière particulière d'agir ou de réagir à cette perception, OK. Et une intention. Sans cette intention, de toute façon, il n'y a pas de concentration possible. Donc voilà, c'est cette notion de PIM, un programme pour se concentrer, programme attentionnel, si vous voulez. Je rajouterais juste que, par exemple, la plupart des moyens mémotechniques qu'on a, par exemple, je ne sais pas, la technique des lieux, je ne sais pas si vous connaissez, on vous donne un ensemble d'objets, et puis vous dites, tiens, une clé, la clé, je la laisse dans l'entrée, un ballon, je le laisse dans l'escalier, puis après, comme ça, en fait, vous parcourez les lieux les uns après les autres que on vous a mis des objets, ça vous fait revenir en mémoire les objets que vous avez placés. En fait, c'est un PIM, ça peut tout à fait se ramener à un PIM. Même les techniques de méditation se ramènent à des PIM. Donc voilà. Donc je conclus là-dessus, qui est sur ces histoires de manuels, de mode d'emploi pour se concentrer, et j'aborde le 3e point, mais là on avait dit que peut-être on laisserait la place à quelques questions. Vous nous entendez là? Très Effectivement, bien. on a une question d'une enseignante qui pose la question suivante, c'est est-ce que le rôle de l'enseignant n'est-il pas de faciliter justement l'objectivation et l'explicitation de la cible aussi? Si, tout à fait. Alors, moi, j'ai toujours ce parti pris d'essayer de rendre l'élève le plus autonome possible par rapport à son attention. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, la situation, c'est je suis élève. Qu'est-ce que je contrôle? Pas grand-chose. Je ne contrôle pas le fait qu'il fasse beau ou non, que ce soit la veille des vacances ou non, que j'aime ce prof ou non, que j'aime la matière ou non, ça, je ne contrôle pas. Donc, qu'est-ce que je peux contrôler pour me concentrer malgré tout de la meilleure façon possible? Donc, j'ai tendance à tout ramener du côté de l'élève en termes de choses à faire.
Mais il n'empêche qu'un enseignant qui commence à apprendre tout ça va bien se rendre compte que il y a des bonnes pratiques. On verra après la notion d'un… j'ai parlé de l'intention claire. C'est sûr que si vous faites une consigne où d'emblée, ça place les élèves avec 4 intentions simultanées, c'est pas bon pour l'attention. Enfin, la concentration va être mauvaise. De la même façon, si vous êtes explicite sur la cible, eh bien, ça peut être très bien. Vous expliquez comment enchaîner des accords à la guitare, si vous êtes professeur de musique, par exemple. Ça peut être intéressant d'avoir proposé comme cible la sensation des doigts au moment du passage d'un accord à l'autre. Juste être sur un accord, et puis un autre que ça peut être, voilà, juste d'essayer de faire attention spécifiquement à ça pour que cette transition soit la plus jolie possible, la plus agréable au niveau des doigts. Recherchez ça. Vous faites découvrir des cibles possibles auxquelles l'élève n'aurait pas forcément fait attention naturellement, en vous assurant que ces cibles, cet élève peut les trouver immédiatement. D'autres questions ou je continue tranquillement? Amélie, tu as la question là qui vient de tomber. Est-il nécessaire… Oui, alors d'écouter attentivement pour être concentré. Je reviendrai là-dessus après sur la question de niveau d'attention. Alors, écoutez attentivement, ça veut dire quoi? Vous posez votre attention auditive sur ce que dit la personne, tout simplement, sur le flux de parole, sensation auditive. Il va se passer des choses, il y a un certain niveau de compréhension naturelle, quand on écoute la radio, on comprend un peu de quoi il s'agit. Parfois, il faut faire quelque chose de plus, ça ne suffit pas. C'est l'exemple de la machine à laver, mais au niveau scolaire, je vous laisse trouver vos exemples. Dans ce cas-là, il faut passer par un comportement actif, par exemple de visualisation, sous forme d'image mentale, voire même de représentation graphique, etc. Il faut ajouter à ça une manière d'agir particulière, décidée à l'avance, pour vraiment accéder au sens et comprendre ce qui se passe. D'autres questions? Très bien, merci beaucoup. D'accord. Il y en a une autre qui est arrivée, juste si vous voulez, sinon on peut la poser à la fin, mais quelles sont les pédagogies de la découverte, sont-elles propices à l'identification des cibles? Alors, à l'identification des cibles, je ne sais pas. Propice à l'attention, j'aurais tendance à dire que oui, parce que vous êtes dans un questionnement. Le cerveau, généralement, va faire attention à ce qu'il considère comme important. Si vous voulez que quelqu'un fasse attention à quelque chose, il faut que ça lui paraisse important. Si vous êtes dans une interrogation, il y a un truc que vous ne comprenez pas, et il vous semble que ce que vous êtes en train de… que l'objet d'attention, là, et va vous apporter une information qui va vous aider à comprendre. Et bien, naturellement, cet objet va être considéré comme important, et donc vous allez y faire attention. Moi, j'ai ma fille de 10 ans, elle est en train d'apprendre à faire des petits montages sur iMovie. Voilà, montage vidéo, bon, je trouve ça intéressant. Quand elle bloque sur un truc qu'elle n'arrive pas à faire, je peux vous dire que quand je lui donne la solution à son problème, elle est hyper attentive, parce que c'est la solution à son problème. Donc, elle voit tout de suite l'intérêt, à quoi ça va servir, et tout de suite, elle va pouvoir l'appliquer et vérifier que ça marche. Donc ça, ces pédagogies sont hyper intéressantes pour placer dans les meilleures situations en termes d'attention accordée à l'information. Bien, merci. Et de nouveau, Patricia, là, oui. Ouais, là aussi, je pense que les enseignants sont vraiment captivés. On nous dit aussi changer d'activité toutes les 15-20 minutes, ça rend le cours un peu plus attractif. Mais est-ce que ça aide la concentration ou pas? Est-ce qu'on va les perdre ou est-ce qu'au contraire, on va les capter? Je ne sais pas, imaginez, vous avez des enfants, ils sont en train de regarder Seigneur des Anneaux, puis tout d'un coup, au bout de 20 minutes, vous dites « Allez, on va vous mettre autre chose là ». Ils sont complètement dans leur truc, c'est intéressant, ils aiment bien, et non, ils ont envie d'avoir la suite. Ça dépend de l'activité, s'ils sont bien dans l'activité, pourquoi changer? C'est une question de ressenti. Ça ne sert à rien de varier absolument. Sinon, on arrive aux scènes de films américains là, d'action où toutes les secondes, il y a une nouvelle scène parce que de peur que les gens se lassent. Là, si on leur laisse la même scène le même camion pendant 3 secondes, ils vont zapper. Ok, merci. Voilà, plus de questions. D'accord. Donc là, la question que je pose dans ce 3e volet sur 5, c'est est-ce que la seule volonté de se concentrer est suffisante? Et malheureusement, non. Sinon, on le saurait. Donc là, si je récapitule, on a vu que je vous ai un peu expliqué comment se concentrer. Donc, vous avez une tâche à faire. Donc, je l'ai fait pour 2-3 exemples. Je pourrais le faire pour plus. Il faut se concentrer. PIM, PIM, bon. OK. Est-ce que ça va suffire à rester concentré tout du long?
Non, pas forcément. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que, bah, d'un point de vue un peu fondamental, le fait que l'attention soit sélective, c'est-à-dire qu'elle se porte sur des objets restreints, heu, même s'ils sont diffus dans l'espace, mais quand même sur, certains éléments du monde et pas sur d'autres, ça pose un réel problème de survie. Parce que, bah, ça crée des zones d'ombre et que dans ces zones d'ombre, il peut se passer des choses très importantes, ne serait-ce qu'une voiture qui arrive, quand vous êtes sur votre téléphone, en train de traverser et donc voilà. Donc il faut compenser cette fermeture, relative fermeture par une sorte de petit système de radar qui est toujours un petit peu en train de veiller autour de vous au cas où il se passe quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle le système préattentif. Voilà. Il y a un système qui est préattentif qui est préattentif parce que c'est avant l'attention. Donc vous ne faites pas encore attention à un objet, mais juste avant, si par exemple il y a quelqu'un qui se tourne vers vous pour vous faire coucou, ben, votre système préattentif, il va utiliser le système visuel là, pour tiens, il se passe quelque chose, il y a une grande forme qui bouge sur le côté, c'est quelque chose de potentiellement important, redirection de l'attention. Si vous baladez dans la rue et que tout d'un coup il y a un énorme panneau publicitaire, ah, ça attire l'attention parce que ça stimule le système préattentif. Ce qu'on appelle des trucs un peu saillants. C'est quelque chose de jaune fluo en pleine nuit. Un cycliste jaune fluo, ça attire l'attention. Voilà, c'est saillant. Du mouvement, un bruit fort. Donc, ça va stimuler les systèmes préattentifs, dont le travail, c'est de prendre l'attention et tout de suite le rediriger vers cet objet pour qu'il y ait identification, pour qu'on sache ce que c'est. Parce que dans bien des cas, c'est très important. L'autre système, il y a un autre système qui, lui, est capable de prendre l'attention et de tout de suite la dévier, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est un petit peu tapis à l'intérieur du cerveau. C'est un circuit qui garde une mémoire de ce que vous avez ressenti en faisant telle ou telle activité, du plaisir que vous avez ressenti. Donc, si vous avez, je sais pas, vous aimez bien le chocolat, ou vous aimez bien regarder votre statut Facebook ou autre, ça vous procure un plaisir, bah, votre circuit de la récompense, il s'en souvient. Et après, quand vous êtes dans une position où c'est possible d'avoir du chocolat, où c'est possible d'aller vérifier votre statut Facebook, il va vous inciter à le faire. Donc, il va déclencher ce qu'on appelle un comportement d'approche, donc d'approche vers cette récompense, et qui commence par une réorientation de l'attention. Donc, votre petit téléphone à côté, là, il va tout d'un coup attirer votre attention parce que dessus, il y a peut-être des choses importantes. Et puis, en plus de ça, il faut le coupler, système de la récompense, à une sorte de système qui surveille du danger. Si jamais il y a un truc un peu stressant, ou c'est stressant de ne pas regarder ces messages pendant trop longtemps parce que vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une information importante dont vous avez vraiment besoin, il faut réagir. Il va vous signaler ça aussi par une petite pointe de voilà, pression qu'il faut absolument aller voir. Et ce circuit de la récompense, c'est très important d'arriver à reconnaître dans sa vie personnelle son action. Et c'est pas si difficile parce qu'on ressent quelque chose dont on est tous conscients au moment où tout d'un coup on a envie de, où on se sent un peu obligé d'aller voir. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous l'éteignez, vous le mettez pendant 1 heure à côté, et ben vous allez bien ressentir au bout d'un moment cette espèce d'attirance qui est presque physique, hein. Ce serait tellement bon d'aller voir, de regarder, ou c'est tellement stressant de ne pas aller voir. C'est une nature très corporelle, très émotionnelle. Ben ça, c'est le circuit de la récompense qui est en train de s'activer pour vous inciter à faire attention. Donc ces deux systèmes, ils vont constituer des forces qui en permanence essaient de tirer sur l'attention. Donc voilà, vous allez avoir, alors coup de chance, il est possible de détecter encore plus facilement l'action de ces systèmes parce que ça va se traduire au niveau du corps. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que ce qu'il va falloir développer, c'est une capacité de stabilité, c'est-à-dire arriver à garder la stabilité malgré ses forces. Si vous êtes sur une planche à voile, à un moment, il va y avoir un coup de vent ou il va y avoir une vague. Cette vague va vous déstabiliser, le coup de vent va vous déstabiliser et vous apprenez à reprendre l'équilibre et à rester debout, à ne pas tomber à l'eau. Au début, vous tombez à l'eau plein de fois et puis au bout d'un moment, vous commencez à comprendre comment réagir. C'est-à-dire que vous êtes capable de ressentir très vite que vous perdez l'équilibre pour vous remettre en équilibre, ajuster, tirer sur la voile, etc. Les distractions, que ce soit par l'action du système préattentif, donc qui est tout d'un coup quelque chose sur le côté qui attire votre attention, ou bien par le circuit de la récompense, quelque chose qui a l'air bien sympa, qui vous attire sur le côté, vont agir comme ces coups de vent ou comme la vague,
en tentant de vous déstabiliser. Et donc, ce qu'il va falloir développer, c'est cette sensation, cette sensibilité au premier signe que ça se produit. Exactement comme si vous appreniez la planche à voile ou le judo ou n'importe quelle activité qui demande de garder votre équilibre malgré le fait que vous allez être déséquilibré. Et donc, coup de chance, comme je disais, il y a un couplage fort entre attention et corps qui fait que, par exemple, si quelque chose attire votre attention sur le côté, généralement, les yeux se déplacent, les yeux bougent pour aller voir. Et généralement, la tête aussi. Toute la posture se réorganise. On se tourne vers l'objet d'attention. On voit bien que le corps est mis en action par ces systèmes de distraction. Donc, on peut être habitué à ressentir que ça part, que le corps est en train de partir pour restabiliser. Et donc, le travail de gain de stabilité de l'attention, il va passer par ça. Il va beaucoup utiliser le corps pour arriver à restabiliser par rapport à des distractions comme ça, qui nous ballottent en fait. C'est comme une marionnette un petit peu. Donc voilà, la stabilité de l'attention, elle dépend de cette capacité à remarquer tôt les signes de la distraction et à les compenser rapidement. Les signes qui vont se manifester au niveau principalement du regard, de l'attention, ce qui dévie. Vous baladez dans la rue en essayant de garder le regard devant vous, loin, et vous allez constater que vous avez bien envie d'aller voir sur le côté, les vitrines, etc. C'est votre attention qui est en train d'être tirée dans tous les côtés. Métaphore du sens de l'équilibre, à 1 an ou 1 an et demi, voilà, on est très content parce qu'un petit bébé est capable de se tenir debout, il ne tombe plus tout le temps, donc il maintient son corps debout, mais le travail n'est pas terminé. Il faut après maintenant arriver à maintenir son attention debout. Donc ça, c'est la deuxième partie du travail, du projet. Et ça vient un petit peu plus tardivement, parfois à 12, 14, 17, 18, parfois 40 ans, parfois beaucoup plus tard. En tout cas, voilà, il y a une deuxième partie du travail à faire pour que tout le monde soit très content de vous autour de vous. Parce qu'on ne fait pas grand-chose quand notre attention elle tombe tout le temps. Moi, j'aime bien dire que l'attention, c'est comme la 4G. C'est ce qui vous connecte au monde, aux choses que vous êtes en train de faire aux autres. Et donc, on sait bien que quand on télécharge un film, on aime bien avoir une connexion qui est stable. Vous n'aimez pas que votre connexion soit sans arrêt interrompue, déstabilisée. Donc voilà, c'est ça qu'il faut arriver à développer. Donc la stabilité, elle est vraiment intéressante. Et puis alors, je passerai très rapidement là-dessus, mais dans un programme comme Atoll, on passe beaucoup de temps. C'est toute la capture de l'attention par des contenus mentaux, des pensées. Tout d'un coup, tiens, j'ai envie de faire ça, pouf. Ou tiens, une pensée qui vous partez complètement dans la lune, ça va attirer votre attention, elle va être scotchée là-dedans, et vous êtes complètement distrait, vous perdez le contact avec le monde. Là encore, vous pouvez utiliser le fait que ces pensées, souvent, elles déclenchent des actions du corps. Justement, je pense au chocolat, tiens, je vais me lever pour aller chercher le chocolat. Donc là encore, ça fait des signes que vous pouvez surveiller qui montrent que vous êtes en train de tomber. Je surveille l'heure quand même. Voilà, je vais me prendre ce petit loisir là de passer un petit peu de temps là-dessus. C'est un exercice qui s'appelle le pensoscope, ou cercle des pensées, qui consiste tout simplement à vous placer, à faire de vous des funambules de l'attention par rapport à des distractions internes, ou des phénomènes mentaux internes. Pour ça, il faut se mettre d'accord sur ce qu'est la petite voix. Donc, si je vous demande de compter dans votre tête le nombre de lettres qu'il y a dans le texte qui est écrit, probablement vous allez compter 1, 2, 3, 4, avec votre petite voix, c'est-à-dire que vous parlez, vous dites des choses. L'exercice du pensoscope que vous pouvez tous faire, c'est imaginez que moi je prenne ma souris là, et que assez lentement je fasse le tour du cercle. Je vais le faire. Tout simplement, ce que je vous demande, c'est si par moment vous vous dites quelque chose avec votre petite voix, ça va être compliqué si ma souris disparaît. Si vous dites des choses avec votre petite voix que vous pourriez répéter, c'est d'essayer de vous souvenir où était la souris, tout simplement. Donc j'essaye, c'est parti. Bon, je m'arrête là. Alors vous voyez, moi par exemple, je me suis dit, bon, je m'arrête là, ici. Et ensuite, je l'ai dit. Là, j'ai dit, bon, je m'arrête là. Là, je me souviens que j'ai dit, voilà, dans ma tête. Puis là, j'ai dit autre chose ici. Puis là, je n'ai pas dit grand-chose. Alors, si vous n'avez rien senti, vous pouvez recommencer, faire plusieurs fois le tour du cercle. L'intérêt de cet exercice, c'est d'abord de constater que les pensées qu'on peut avoir avec sa petite voix, c'est un certain type de pensée, elles ont un début, ils ont une fin.
c'est des trucs, c'est pas un truc complètement évaporé, quoi. C'est quand même quelque chose qui a une certaine réalité, qui est incarné dans le monde. Et surtout, si vous faites ça, vous avez été capable de remarquer que vous aviez des pensées, tout en restant dans l'exercice. Votre pensée n'a pas complètement capturé votre attention. Vous n'êtes pas parti dans votre pensée, donc vous avez, voilà, tiens, j'ai remarqué, voilà, mais je suis resté dans l'exercice. Donc ça, c'est vraiment très important, parce que généralement, ce qui se passe, c'est justement la pensée tout de suite, hop, elle prend l'attention, elle ne la rend pas. Là, vous êtes resté dans l'exercice. Et deuxième chose, c'est que si vous avez réussi l'exercice, c'est que votre attention est restée sur le mouvement de la souris. Et là encore, vous avez évité un deuxième écueil, c'est que généralement, quand on part dans ses pensées, on perd le contact avec le monde extérieur, on ne voit plus trop ce qui se passe, on est juste dans ces images, dans la petite voix, etc. Et donc là, vous êtes quand même resté au contact du monde extérieur. Donc vous êtes comporté comme des funambules de l'attention face à ces pensées-là bien particulières, qui sont des pensées verbalisées. Vous avez été capable de remarquer le début sans vous laisser complètement déstabiliser. Donc on pourrait détailler cet article, faire des tas de variantes dessus, mais c'est juste pour montrer le point de départ. Voilà, donc la stabilité de l'attention, elle dépend de la capacité à remarquer les tout premiers signes de la distraction, à y réagir, et puis donc ces signes, voilà, regard, attention, posture, ces pensées qui apparaissent, la sensation d'étirement, que le corps il part, quoi, parfois, quand une pensée peut l'entraîner complètement. Donc ça, c'est ce qui se passe en général quand on est distrait. Puis lâcher prise, c'est juste pour se souvenir que parfois, c'est bien en fait. Il ne faut pas tout le temps être dans la résistance à ça. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir? Qu'est-ce qu'il faudra apprendre dans un programme d'éducation de l'attention? Il faudra apprendre ça, que la capture rapide de l'attention par un événement soudain, c'est un phénomène qui est naturel, qui est presque inévitable, finalement. C'est normal parce que c'est des systèmes qui sont ancrés dans le cerveau et qui sont là souvent pour nous protéger. Donc, il est vain d'essayer de ne pas remarquer ce qui se passe autour de nous et en nous. Ça ne sert à rien d'essayer de ne pas remarquer. Par contre, la capture de l'attention, elle est souvent suivie d'un deuxième phénomène, un phénomène de captivation, que j'ai appelé captivation. C'est, voilà, je pense à mon portable, mais ensuite je prends mon portable, je regarde mon portable, etc. Donc, c'est une suite de réactions en chaîne, motrices et cognitives, qui constituent la vraie distraction. Elle est là, la vraie distraction. C'est quand vous oubliez ce que vous étiez en train de faire avant et que vous passez complètement à autre chose. Et cet enchaînement, il peut être enrayé dès le départ, et à condition d'avoir pris l'habitude de reconnaître rapidement les signes précoces, comme l'exemple de la planche à voile. En général, c'est un dépassement du regard, de l'attention visuelle, de la posture. Voilà, donc en fait, ces automatismes qui déstabilisent l'attention, ils sont vraiment extrêmement rapides. Et ils peuvent être contrés que par des habitudes de restabilisation de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut développer des habitudes. Il faut prendre l'habitude, apprendre, répéter jusqu'à automatisation, le fait de ramener son attention dès qu'on remarque qu'elle dévie. Donc le parallèle avec le funambule est évident parce que c'est exactement ce que développe un funambule. En ce qui concerne les distractions internes, en fait, ça va être le même phénomène. On perçoit soudainement quelque chose, la perception, elle déclenche une réaction de notre part, qui souvent, c'est le corps qui part, une réaction motrice. Et donc, voilà, cet enchaînement perception-réaction, non plus, ce n'est pas une fatalité. On peut remarquer l'émergence de pensée, on l'a vu avec cette histoire de cercle, sans perdre de vue ce qu'on est en train de faire, sans abandonner ni oublier la tâche en cours. Donc voilà, donc il faut développer cette sensibilité particulière au premier signe de la distraction, ce que je vais appeler le sens de l'équilibre attentionnel. Je regarde gentiment l'heure, je crois qu'il est 35. Le reste est relativement plus facile. Je continue tranquillement, puis après je prendrai les photos, les questions, vous voyez, lapsus. Oui. Alors, donc les 3 volets, c'est un petit peu le côté un petit peu costaud de tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Le reste est plus facile. D'abord, ça c'est vraiment plus facile. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'être tout le temps concentré? Non. Ça, c'est un grand message d'espoir. Ce n'est pas la peine d'être tout le temps concentré. Parfois, oui, quand même. Vous voyez ce cycliste qui est en train de dévaler à 70 km/h une route de montagne. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas regarder sur le côté. Là, on voit que vraiment, il y a une vraie contrainte de continuité et une vraie contrainte sur la cible de l'attention qui doit vraiment être bien définie. Et puis, il faut vraiment se préparer à réagir de la bonne façon dès qu'il y a un petit gravier, quelque chose comme ça. Donc là, on est dans un niveau de concentration maximal, ce que j'appelle le niveau 3. Il y a beaucoup de situations de la vie quotidienne où ce n'est pas la peine d'être aussi continu, ce n'est pas la peine d'être aussi contraint au niveau de la cible de son attention, mais il ne faut juste pas trop oublier ce qu'on cherche à faire. L'exemple que je prends souvent, c'est que vous avez 5 minutes pour entrer dans un magasin et aller chercher un jean, parce que le magasin va fermer et qu'il faut absolument que vous l'ayez.
en fait, vous gardez cette intention en tête, le jean, le jean, le jean, et ça vous évite de vous laisser happer par un pull qui a l'air sympa et de commencer à essayer les pulls. Non, vous gardez cette intention bien en tête. Par contre, bon, si vous vous laissez distraire 10 secondes, c'est pas grave parce que vous perdez juste 10 secondes. Et puis, vous n'avez pas besoin de vous rappeler ce à quoi vous devez faire précisément attention. En fait, c'est évident. Si vous cherchez un jean, ce qui est évident, c'est que vous allez faire attention au pantalon. Donc, dans ce cas, c'est juste l'intention. On se focalise juste sur une intention, on la garde en tête. Ça, c'est ce que j'appellerais le niveau 2 de concentration. Il y a bien des situations où, en fait, c'est même pas la peine d'essayer de se forcer à garder son attention bien en tête parce que le contexte dans lequel on est, par exemple, là, maintenant, j'imagine que bah, voilà, vous êtes connecté en visio, vous m'écoutez parler, le contexte fait que assez naturellement, l'intention, c'est quand même d'écouter. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler: «Ah oui, il faut que j'écoute, il faut que j'écoute, il faut que j'écoute». Ou pour prendre un train à la gare, si vous êtes à la gare, c'est que vous avez un train à prendre. Donc il y a aucun risque d'oublier ce que vous cherchez à faire. Donc ça, c'est plus un niveau qui est encore inférieur, c'est un niveau 1. Et puis il y a franchement le niveau 0 où là, quoi qu'on fasse, c'est bien parce que de toute façon, il n'y a aucune exigence particulière. Donc voilà, ces niveaux-là, donc ils varient. Vous avez une heure de cours, ils varient, hein. On n'a pas besoin d'être concentré au niveau 3 tout le temps et le prof le sait, les élèves le savent, mais personne ne se le dit vraiment, on ne se met pas d'accord là-dessus. Pourquoi ne pas le rendre explicite avec un système de code? On va dire, là, j'ai besoin d'une attention maximale de niveau 3 avec, par exemple, un A rouge pendant 5 minutes exactement. Ensuite, on va redescendre sur du A orange avec une petite codification comme ça. On peut jouer aussi sur des images d'une poutre plus ou moins large, plus ou moins haute, etc. Vous voyez, je vous avais promis quelque chose de très court. C'est important parce que c'est vrai que l'important, c'est finalement, c'est d'être bien concentré au bon moment et de bien savoir parce que tout ce que nous faisons n'exige pas le même niveau de concentration. Souvent, le problème, c'est pas tellement qu'on ne sait pas se concentrer, c'est qu'on oublie de l'être. On ne l'est pas au bon moment. Alors, ce qui nous sauve, c'est que bien souvent, notre concentration, elle varie en fonction du danger ou du plaisir ressenti. C'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un danger en vélo, on arrive, la circulation est plus dense, on va être plus concentré. Mais en fait, c'est pas si fiable que ça, malheureusement. Il y a des moments où il n'y a aucune sensation de danger, aucun plaisir particulier à se concentrer, mais pourtant, on va faire des erreurs si on ne se concentre pas. Et donc, il faut un système plus fiable par moment, c'est-à-dire que parfois, il faut vraiment décider de se concentrer à un niveau 3 plutôt qu'un niveau 2, etc. Évidemment, l'idéal, c'est de prévenir à l'avance du niveau, de la durée de concentration exigée. Ça peut se produire en classe, le professeur peut le faire. Sinon, on est obligé de prendre l'habitude d'évaluer régulièrement, rapidement, le niveau de concentration qui est exigé par l'activité qu'on aborde en fonction de critères précis. Par exemple, ce qu'on a l'habitude de faire facilement. Si vous savez que vous avez l'habitude de réussir, ce n'est pas la peine de vous concentrer beaucoup. C'est un truc que vous faites un petit peu plus difficilement, là. Et bien souvent, en fait, le niveau de concentration maximal, finalement, il va être utilisé pour vous-même, pour prendre davantage de satisfaction à l'activité que vous faites. Ça peut être pour écouter un bon morceau de musique, etc. Je passe la diapo suivante parce qu'en fait, c'est des redites de ce que j'ai dit juste avant. Et je vais terminer sur le dernier petit volet, sur la question du multitâche. En fait, est-ce qu'on peut se concentrer sur plusieurs choses à la fois? J'en avais parlé pour déjà vous annoncer que non. Donc, on ne va pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. On va voir un petit peu préciser un peu. Donc, on a vu que la poursuite de 2 intentions en même temps, elle pose un problème de goulot d'étranglement. Il y a un exercice que j'aime bien faire qui est de faire compter, vous voyez, c'est cette petite forme là de couleur, de couleur en noir et blanc. Et en fait, je pourrais vous demander de parcourir en une seule fois du regard ces formes, voilà, comme si vous lisiez les 4 lignes, et de compter séparément dans votre tête le nombre d'étoiles noires, le nombre de losanges gris, le nombre de carrés noirs. Vous pouvez vous amuser à le faire. C'est très désagréable. C'est très désagréable d'arriver donc à parcourir en une seule lecture, entre guillemets, des formes, du fait de dire qu'il y a, je ne sais pas quoi, 17 étoiles noires, 15 losanges gris, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un conflit, il y a du conflit entre plusieurs intentions. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les losanges gris ou est-ce que c'est les étoiles noires? Comment je dois réagir? Je dois ajouter 1, mais à quoi? À 3, à 17, etc. Donc, tout ça crée du conflit, crée de la confusion. Et très facilement, même avec des tâches aussi simples que ça, on se retrouve dans des systèmes d'interférences négatives.
Donc, et je vous incite à vous-même vous poser la question, parfois, quand vous sentez que vous êtes mal à l'aise face à un exercice, si vous n'êtes pas en train d'avancer avec deux intentions en même temps. Est-ce que vous êtes vraiment au clair sur ce que vous cherchez à faire très précisément? Parce que souvent, c'est là que va se loger le mauvais multitâche. Mais le mauvais multitâche, il peut se mettre à plein d'endroits. Vous êtes en train de faire un exposé et tout d'un coup, vous perdez le fil parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne parliez pas assez fort. Donc, votre nouvelle intention, ça va être de parler fort, mais ce n'est pas naturel pour vous. Et donc, en parlant fort, vous appliquez pour bien parler fort, mais vous oubliez ce que vous cherchez à dire. Ou alors, vous avez commencé à remarquer que vous avez 3 personnes dans l'assistance qui vous regardent bizarrement et vous commencez à vous demander si vous êtes habillé, s'il n'y a pas un problème dans la façon dont vous êtes habillé ou coiffé. Et donc, votre attention elle se reporte là-dessus, ça devient une autre intention et vous perdez le fil de ce que vous avez à dire. Donc, il y a plein de situations de la vie quotidienne où en fait, on a plusieurs intentions en même temps qui viennent se parasiter. Donc voilà, malgré tout, voilà, malgré le fait qu'on ne soit pas très efficace avec plusieurs intentions en même temps, ça arrive extrêmement, extrêmement souvent. Alors qu'on arrive quand même à faire plusieurs tâches en même temps, parfois, grâce à l'automatisation. Donc ça, c'est ce qui nous sauve. Vous voyez ce bonhomme-là, ce monsieur, il a parcouru une longue distance en vélo en gardant un ballon sur la tête. C'est très compliqué de garder un ballon sur la tête, ça demande beaucoup de concentration. Et puis, faire du vélo, il faut quand même éviter les obstacles, donc il faut être un peu concentré aussi. Mais il a tellement automatisé le fait de corriger, vous voyez ce sens de l'équilibre dont je vous parlais, sens de l'équilibre attentionnel, je remarque que je dévie, hop, je corrige. C'est devenu seconde nature pour lui, il n'a plus besoin d'y penser du tout, et il se concentre uniquement sur son vélo. Donc l'une des clés du multitâche, c'est l'automatisation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on vous demande aussi souvent en classe de répéter les mêmes choses. On fait répéter ad nauseam certaines choses, des tables de multiplication, les conjugaisons, pour qu'au bout d'un moment, vous n'ayez plus à y penser, que vous puissiez rediriger votre attention sur autre chose. Parce que tant que ce n'est pas automatisé, vous ne pouvez rien faire. C'est pareil en sport, c'est pareil en musique. Voilà. Il faut savoir aussi que par rapport aux intentions, donc non seulement ce n'est pas efficace d'avoir deux intentions en même temps, mais même quand vous avez une seule intention, si vous la gardez en mémoire trop longtemps, dans ce qu'on appelle la mémoire prospective, la mémoire des intentions, on finit par l'oublier. Voilà, vous cherchez à faire quelque chose, puis ah mince, j'ai oublié, j'ai complètement oublié. Donc ça arrive tout le temps. Donc, il vaut mieux avoir des intentions à court terme. C'est beaucoup plus efficace de se fixer des petites missions courtes. Autre chose à savoir, et ça c'est très bien démontré par les neurosciences, je ne vais pas détailler cette vue du cerveau, mais en gros, vous avez un système de vases communicants entre des zones qui sont plutôt actives quand on réfléchit, quand on fait de la manipulation mentale, on planifie ce qu'on a à faire, puis d'autres régions qui sont plutôt actives quand on interagit avec le monde extérieur. Les faire s'activer en même temps, ce n'est pas une bonne idée. Donc, quand vous êtes vraiment très sollicité en train d'interagir avec ce qu'il y a autour de vous, les gens autour de vous, c'est un très mauvais moment pour réfléchir. C'est pour ça qu'un enseignant, on lui demande d'avoir très bien préparé à l'avance toute sa séquence, tout ce qu'il va faire pendant l'heure, parce que pendant l'heure, son attention est plutôt vers l'extérieur pour gérer la classe, etc. Et il n'a pas tellement le moment pour se fermer et réfléchir, parce que ça demanderait de se déconnecter complètement de la classe. Donc, il faut avoir des moments où on réfléchit à ce qu'on va devoir faire et des moments où on agit réellement. On va en déduire de tout ça, c'est quasiment ma dernière diapo. Voilà, on ne peut réaliser en même temps que des tâches automatisées qui ne demandent quasiment plus de concentration. Donc, grâce à des heures de répétition d'apprentissage, il faut avoir accepté ça, qu'il faut répéter, répéter. La concentration sur plusieurs tâches en même temps qui n'ont pas été automatisées, elle va être inefficace. Elle va créer du stress, de la fatigue, de la distraction. Malgré tout, très curieusement, on essaye souvent de le faire, mais sans en être conscient. Et c'est normal d'essayer parce qu'on essaie d'aller vite. Et pour aller vite, on essaie de faire plusieurs choses en même temps, mais ça ne marche pas. Donc, c'est important de savoir reconnaître les signes de ce mauvais multitâche. On n'est pas efficace, on stresse, etc. Et donc, il faut revenir à un mode beaucoup plus séquentiel et on exécute des petites tâches les unes après les autres. Et ça demande d'avoir appris à segmenter. Ça, dans un programme comme Atoll, on le répète beaucoup, on le fait beaucoup, on le pratique beaucoup. Vous prenez des tâches complexes et vous les ramenez à des séries d'étapes courtes et simples, avec chacune une intention claire. Ça, je sais faire. C'est parti. Je peux me lancer immédiatement. Le découpage lui-même, il demande de la concentration et c'est une tâche en soi qui doit être réalisée dans un temps dédié. Donc, juste pour vous dire que, par exemple, dans Atoll, on va osciller entre deux postures, ce qu'on va appeler maxi-moi. Maxi-moi, il ne fait rien, juste il réfléchit à ce qu'il faut faire. Et puis, c'est comme s'il y avait un petit serviteur qui allait venir après et tout faire à sa place, mais il a fait la petite liste de tout ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a ce personnage de mini-moi qu'on va incarner. Là, on a un truc à faire, on le fait.
C'est hyper agréable parce qu'on ne se prend pas la tête, le monde est simple. J'ai une chose à faire, je la fais. Je fais ma relecture pour l'orthographe, je fais que ça. Je fais ma relecture pour le style, je le fais. Je fais que ça, etc., etc. J'arrive tranquillement à ma conclusion. Donc, vous avez compris que la concentration, en gros, c'est une perception qui est privilégiée par le cerveau à un moment donné, une intention, une manière d'agir ou de réagir à ce qu'on perçoit, également un niveau de continuité, de stabilité et de précision. Il faut que ce soit adapté à la tâche et au moment, à ce que c'est faire l'élève ou l'adulte, et aux exigences de la situation. Heureusement, et c'est pour ça que vous avez survécu jusqu'à maintenant, on peut quand même souvent compter sur des réglages automatiques. Ça se fait assez bien, mais pas toujours. Et c'est pour ça que, voilà, d'où un programme comme Atoll, voilà, pour tous les cas où ça ne marche pas bien, cette éducation de l'attention. Je m'arrête là-dessus, je vous remercie, cette bonne plongée. Donc, je vous rappelle que Atoll, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir accès en tapant programme Atoll, ATOLE, sur Internet. Puis là, vous verrez les bouquins, etc., si ça vous intéresse. Je m'arrête là, j'arrête de partager, comme ça je vous vois. Et je peux prendre quelques questions. Alors, je commence d'office avec une double question, parce qu'en fait, il y a deux questions qui se recoupent un peu. J'imagine que ce sont des enseignants qui posent la question. Est-ce que l'enseignant doit scénariser des événements prévus, des perturbations pour maintenir la concentration? Et l'autre, qui est un peu la même, c'est changer d'activité toutes les 15-20 minutes rend le cours attractif, mais est-ce que cela aide à la concentration ou pas? Alors, c'est ce qu'on disait pour les 15-20 minutes. Ça dépend vraiment. Je n'étais pas concentrée, Thierry. Ouais, voilà, on en a parlé. La question. Changer le thème. Il faut savoir que quand vous passez d'un thème à un autre, quand vous êtes sur un thème, vous avez en tête toute une série d'informations qui vous aident dans ce thème. Vous avez à l'esprit certaines choses que vous avez chargées de votre mémoire à long terme. Ah oui, je me rappelle, on faisait ça, on faisait des maths, tout ça, vous avez les intégrales en tête, tout est là, tout est présent. Quand vous basculez sur tout d'un coup un autre domaine, certes, ça apporte de la variété, mais il faut vider tout ça et recharger tout ce qui concerne le nouveau domaine. Donc, en fait, il y a une perte de temps aussi. Donc, parfois, c'est bien d'avancer, de continuer à avancer sur le même thème. Et puis après, je vous dis, vous êtes expert même de l'attention de votre classe, c'est-à-dire que vous sentez quand ça décroche. Donc, ces petits réglages-là, ce n'est pas les neurosciences qui vous donnent le nombre de minutes sur lesquelles vous pouvez rester sur la même activité, parce que ça dépend complètement de vous, de votre activité, de votre classe. C'est vraiment quelque chose à adapter au fur et à mesure, à la situation du moment. L'autre question qui était le début, c'était... Là, c'est plus un problème de mémoire de ma part. Thierry, la question que tu avais prise, c'était… Alors, en fait, l'autre, c'était pour, est-ce qu'il faut scénariser finalement des pauses ou est-ce que le fait de faire des pauses, ça aide? Donc, c'était un peu la même chose. Puis il y a l'idée aussi, je crois qu'il y avait l'idée d'envoyer des distracteurs ou des tas pour stimuler, Voilà, etc. de scénariser, d'avoir prévu des choses qui font vraiment un break, un événement perturbatoire pour Un break, c'est toujours redynamiser le bien. truc, Hein. quoi. Un break, ça aide la mémorisation. Après, perturber l'attention de la classe en faisant rentrer un clown, je ne sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, par contre, oui, des moments de rire, de relâchement, bien sûr, ça fait du bien, quoi. Je vois des questions sur « Avez-vous d'autres conseils pour se concentrer entièrement pendant ses devoirs ?» J'aime bien celle-là. En fait, voilà, vous avez bien vu que se concentrer, ça s'apprend, c'est des techniques, etc. Alors, le conseil pour se concentrer entièrement pendant ses devoirs, c'est d'avancer avec des intentions les plus claires possibles. Lecture d'un dénoncé. Poum. Ça, voilà. Mon objectif, c'est quoi? C'est d'avoir compris, d'avoir repéré, par exemple, dans l'énoncé, ce qui me paraissait facile à faire, difficile à faire. Première mini-mission. Deuxièmement, c'est de visualiser ce que décrit l'énoncé. Du coup, à chaque fois, j'ai une intention très claire, donc je suis concentré. Hein. Après, j'ai parlé de système qui attire l'attention, le système préattentif, circuit de la récompense. Donc, tout cela, ils vont vous empêcher de vous concentrer quand c'est, sauf si c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, par exemple, le fait d'avoir un environnement dégagé autour de vous, c'est sûr que si vous placez votre téléphone juste à côté, allumé, ça ne va pas vous aider. Vaut mieux qu'il soit rangé quelque part et que vous ayez accepté le fait que vous ne le regarderez pas avant, dans une demi-heure ou dans une heure. Pareil, tout ce qui peut être distrayant, vous l'enlevez, comme ça vous ne l'avez plus sous les yeux, ça ne va pas attirer votre attention, etc., etc. Il y avait une question d'une professeure qui demandait, donc, dans un monde d'images,
Comment faire pour attirer l'attention avec la parole? Ah, avec la parole. Ouais. Est-ce qu'il Euh, faudrait plus travailler sur le lexique? Est-ce qu'il faut tout montrer avec des images? Est-ce que nous devons travailler plus l'oral afin que les élèves développent une capacité attentive d'écoute? Vous avez plusieurs niveaux de réponse à cette question. Déjà, la première question, la première élément de réponse, c'est sur le contraste. Euh, Vous parlez parfois un peu plus fort, de façon un peu théâtrale, parfois plus douce. Jouer sur le contraste, vous créez de la saillance. Donc, vous allez avoir tendance à attirer. Vous pouvez créer, comme avec la musique, des moments de tension où voilà, il y a une sorte d'attente de ce qui va suivre. Donc ça, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai connu un professeur d'histoire géo qui, en fin d'après-midi, avait tendance à parler sur un ton vraiment extrêmement tranquille, comme ça. C'est quelqu'un qui faisait de l'hypnose, par ailleurs. Et bien, par l'hypnose, en fait, par la voix, il arrivait à canaliser l'attention, d'avoir l'attention de tout le monde. C'est évident qu'une voix aussi un peu désagréable, très continue aussi, on va avoir tendance à l'éviter. Ça, vous n'y pouvez pas forcément grand-chose, mais enfin, un ton parfaitement monocorde, on sait tous que c'est pas bon. Les moments de silence, hein, quand ils sont bien dosés, quand on a bien géré la durée de ces silences, pas trop long parce que sinon, tout le monde commence à décrocher. Mais voilà, donc jouer là-dessus, hein, c'est un art. C'est très, très intéressant pour vous. C'est un art parce qu'on sent aussi le vécu quand on nous dit dans une classe, tous les élèves ne peuvent pas se concentrer en même temps. Donc, on donne ces trucs, on essaye de les capter, mais ça va être difficile de les avoir tous en même temps, même si on demande, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir peut-être une concentration maximale à un moment X. Ouais. Et puis, justement, encore avec ça aussi, des fois, le fait que s'il y en a un qui n'est pas concentré même que l'autre, puis qui est en train de parler, celui qui aurait bien voulu être concentré, peut-être qu'il va plus son pas, il va décrocher aussi. Enfin, Oui, alors pour ça, après, si vous avez développé l'habitude, ce sens de l'équilibre attentionnel, c'est-à-dire on sait que l'attention va être bousculée, on le sait, parce qu'il y a deux, trois élèves qui systématiquement bousculent l'attention. Ce n'est pas la même chose de le savoir et de vous préparer à restabiliser, parce qu'au bout d'un moment, vous prenez ça comme un élément de la classe, ok, il va y avoir des coups de vent, ok, je ramène mon attention. Après, moi, il faut pas, on a tendance, et ça c'est le piège, à toujours imaginer que le travail est du côté de l'enseignant, c'est-à-dire que c'est à l'enseignant de s'assurer par tous les moyens que sa classe est maximalement concentrée à tous les moments. C'est peine perdue, parce que vous ne pouvez pas gérer sa propre attention, c'est compliqué. Alors, gérer celle d'une vingtaine d'élèves en plus, vous ne pouvez pas. Et puis, de toute façon, dans la version pour ados d'Atoll, il y a ça, c'est un exercice, il faut réfléchir à une façon d'obliger son copain, son voisin, à se concentrer. Ben, on se rend compte que c'est pas possible, quoi. Alors, on va essayer de lui promettre 100 francs suisses ou on va le frapper s'il ne se concentre pas. Donc, on va utiliser soit la menace, soit la récompense. Mais au bout d'un moment, si l'autre ne veut pas, il veut pas. Donc, s'il n'y a pas à un moment une prise de conscience par les élèves de l'intérêt d'apprendre à se concentrer, c'est perdu. Il faut créer de l'autonomie. C'est pour ça que c'est pas en un clin d'œil. Ça peut se faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Les élèves doivent vous aider à être autonomes pour gérer leur propre attention parce qu'ils vont en trouver un bénéfice pour toutes leurs activités de leur vie. mais eux-mêmes peuvent être aussi gênés par celui qui n'est pas concentré en même temps que lui. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'essaye, par exemple, je suis concentrée, là, je fais l'effort, mon prof m'a dit, mais tout d'un coup, il y a peut-être un autre qui va perturber. Du coup, je vais me faire peut-être aussi attraper. Donc, le prof peut se faire attraper, les autres élèves aussi. Là, Ouais, il y mais a aussi... là encore, alors déjà, est-ce que c'est un effort? Est-ce que sur ma planche à voile, c'est un effort de me restabiliser? Non, c'est une réaction rapide que j'ai fini par développer. Donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, à chaque fois que vous avez une opportunité, que quelque chose vous distrait, il faut le voir comme une opportunité d'apprendre à restabiliser votre attention rapidement. Ça change tout, hein. Mhm. Ça change tout. En tout cas, on aura appris que ce n'est pas la peine de les frapper. C'est ça, vous avez bien. Non, c'est pas forcément très efficace. Ok, on retiendra ça, c'est déjà un bon point. Et puis, alors, d'une maman qui nous pose la question, mais on avait déjà entendu aussi cette question de la part d'élèves, de grands élèves sur une autre conférence sur le stress. Pendant un examen qui est long, que conseillez-vous aux élèves pour se mobiliser, pour ne pas perdre de temps ni perdre le fil? De nouveau, c'est une question. Ouais, sur un exercice long, déjà, il faut savoir que l'endurance, c'est comme l'endurance physique, hein, ça va se développer avec le temps, progressivement.
Si vous avez rythmé votre travail, vos 4 heures, hein, voilà, première 5 minutes, je suis là-dessus, ensuite, les 10 minutes suivantes, je suis là-dessus, ensuite, je bois un verre d'eau, ensuite, etc., bah, ça va être beaucoup plus facile, hein. Plutôt que de vous lancer dans une grosse tâche complexe de 4 heures, ça ne va pas. Il faut que votre cerveau, à chaque moment, il ait un petit objectif rapide, immédiat. Moi, je vais vous raconter, c'est une petite anecdote, c'était un ultra-trailer qui est donc quelqu'un qui courait, il fait des courses de 140 km par exemple, type Tour du Mont Blanc, etc. Et à un moment, il me dit, ben, c'est trop bête, je me suis bloqué le dos et il me restait plus que 40 km à faire. J'aime bien 40 km à faire. Il dit, je vais quand même pas abandonner, quoi. Pour 40 km, c'est vraiment rien. Il avait déjà fait 100 km. En plus, il était deuxième de la course. Ben, il a imaginé, à chaque fois, il regardait le bout du chemin. Ensuite, le bout du chemin. Des petites intentions très claires. Juste aller au bout de ce chemin-là, ensuite le suivant. Donc, il a ramené ça des mini-missions, des petites mini-tâches, les unes après les autres, et il a tenu jusqu'au bout, tout simplement. Je vois une question qui est amusante, c'est, bon, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour se concentrer? Je l'aime bien celle-là. Donc, de quoi avons-nous besoin pour être concentrés? Eh ben, de savoir comment se concentrer. Et voilà, bah, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Être concentré, c'est une technique. C'est une technique pour se concentrer sur une tâche. Ça dépend de la tâche. Et tâche par tâche, eh bien, voilà, bah, il y a une cible, perception, intention, manière d'agir. Vous identifiez ça, vous savez vous concentrer sur cette tâche. Si la tâche est suffisamment simple. Sinon, vous la décomposez en petites tâches plus simples. Donc, c'est un peu, est-ce que c'est dur de se concentrer quand on fait un devoir ennuyant? Alors, oui, c'est plus dur que quand c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand c'est amusant, intéressant, bah, votre circuit de la récompense va vous aider. Il va vous aider, il va avoir tendance à attirer votre attention vers le devoir plutôt que de l'attirer sur autre chose. Quand vous faites un devoir ennuyant, il y a une partie de vous qui cherche à se concentrer et une partie de vous qui cherche à ne pas se concentrer, qui vous dit c'est ennuyant, il ne faut pas que je me concentre dessus. Donc, il y a un conflit. Donc, c'est pour ça que bah, il faut apprendre à considérer, et ça c'est l'intérêt un petit peu des neurosciences, et vous avez vu qu'il y a ce circuit de la récompense qui cherche à vous amener toujours vers ce qui est amusant, excitant, et qui cherche à toujours vous éloigner de ce qui est ennuyeux. C'est une partie de votre cerveau, ce n'est pas tout votre cerveau. C'est une proposition qui vous fait. Parfois, c'est une proposition forte, hein, c'est très désagréable de faire quelque chose d'ennuyant, mais ce n'est qu'une proposition et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Donc, il faut prendre conscience, être capable de se distancier par rapport à cet élément de notre cerveau qui a l'air de vouloir prendre le contrôle. Mais si votre circuit de la récompense est tout le temps aux commandes de votre attention, vous ne faites rien d'autre vie. En gros, vous vous levez, vous allez chercher un paquet de chips, vous mangez des chips, ensuite vous allez chercher des bonbons, ensuite vous faites des jeux vidéo, et ensuite vous couchez quand vous n'en pouvez plus. C'est ça la vie, quoi, de quelqu'un qui est complètement dicté par le circuit de la récompense, sans aller jusqu'à des addictions aux drogues dures. Donc, il faut savoir l'avoir observé, et c'est un peu comme un petit animal. Parfois, il faut le regarder droit dans les yeux en disant « tu te calmes ». Tout tranquillement, quoi, tout simplement, dans une relation un peu pacifiée. Parce que si, imaginez, j'aime bien encore cet exemple, vous allez chez votre médecin, vous êtes fait mal, vous commencez à raconter ce que vous êtes fait, où vous avez mal, et en fait, malheureusement, vous n'êtes pas assez intéressant. C'est-à-dire que la façon dont vous racontez, la façon dont vous êtes fait mal et tout, bah, c'est mal scénarisé, c'est mal raconté, et vous n'êtes pas très amusant. Et ben, imaginez que votre docteur, du coup, il regarde son téléphone parce qu'en fait, ça l'ennuie, quoi. Vous voyez bien qu'il y a un problème et que dès l'instant où vous abordez une vie professionnelle, il faut apprendre à se concentrer, même sur des choses qui vous ennuient. Et quand vous êtes vraiment tellement stressé que vous n'arrivez pas à vous concentrer, qu'est-ce que vous conseillez aux élèves? Alors, le problème du stress, c'est qu'il va avoir tendance à inhiber la partie du cerveau qui est plutôt à l'avant, qui s'appelle le cortex préfrontal, et qui justement est là pour se concentrer. C'est ça qui permet de planifier, de gérer l'attention, les émotions, etc. Donc, effectivement, là, vous êtes obligé de passer par une phase vous êtes obligé de technique classique, hein, relaxation, je souffle et tout, je me ramène à mon corps. Le stress va vous faire accélérer. Ça va être son effet principal. C'est-à-dire que le temps passe, stress, il faut absolument que j'agisse, il faut que j'agisse. Et il va vous faire basculer sur ce qui est les réactions rapides, qui sont les réactions par automatisme. Donc, les réactions non réfléchies automatiques. C'est les réactions qui sont les plus rapides. Donc, il faut dire, OK, je ne me laisse pas prendre par ce piège, je ralentis. J'accepte de perdre du temps. Il faut accepter de ralentir
parce que sinon, pour ne surtout pas vous laisser prendre par ce truc, parce que là, c'est terminé. Donc, ralentir, faire une pause, respirer, oublier le temps, Respirer. un petit moment. Vous mettez un réveil, un minuteur, pendant 5 minutes, je ne fais rien. Je ne fais rien. Juste, je perds du temps. J'accepte de perdre du temps. Ma seule et unique intention, c'est de me calmer. Tant pis, le temps passe, mais ces 5 minutes, c'est borné. Et là, je me concentre juste sur moi pour me calmer. Et justement, vous pouvez conseiller aux professeurs une sorte de rituel de mise en attention qu'ils peuvent mettre en place en début de cours qui leur permet de capter l'attention des élèves? Là encore, hein, on est toujours dans la posture où c'est l'enseignant qui doit tout faire, que les élèves sont juste là, et puis on doit manipuler leur attention et les amener à être attentifs, qui, à mon avis, ça va marcher 3 fois, mais au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. Annoncer le programme, annoncer ce qui va se passer, annoncer les moments, peut-être où il y a des moments où il faudra être plus attentif que d'autres, préciser ces moments-là. Moi, j'ai vu toutes sortes de trucs, j'en ai vu qui proposaient un stéréogramme, vous savez, c'est ces petites images. Quand vous louchez légèrement, vous les voyez apparaître en relief. C'est un peu rigolo, puis ça fait un moment calme où on est concentré sur quelque chose. Bon, vraiment, faites preuve de créativité. Il y en a d'autres qui vont faire de la méditation en début. Moi, j'ai vu un autre professeur qui, même c'était des élèves de seconde, donc quand même c'est à peu près 16 ans, il leur demandait de mettre la tête dans les mains, comme ça, là, au début, juste au calme, un petit moment de mise au calme. Ils adoraient. Un moment calme, en fait. Ouais, par exemple. Et puis le petit rituel à l'inverse, le petit rituel pour l'élève qui essayerait justement de se mettre en position maximale d'attention, que ce soit, on a vu tout à l'heure, lié au stress, c'est de se rebrancher au corps et d'accepter de souffler, de temporiser, de revenir. Le petit pensoscope, il peut être utile. Prenez un petit cercle et hop, vous avez plein de pensées dans la tête qui vous distraient, etc. Tiens, je vais essayer de remarquer où elles apparaissent. Je vais faire le tour là, du cercle. Vous pouvez faire ça sur vos pensées, ce que vous dites, ou bien vous pouvez faire ça sur des envies d'eux. À chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, vous remarquez où était votre doigt. Donc ça, c'est un exemple de petit rituel qu'on peut faire. Il y a un autre rituel, c'est vous commencez à prononcer l'alphabet et les élèves doivent continuer dans leur tête au même rythme ensuite. Et puis vous dites stop, il faut qu'ils vous disent à quelle lettre ils en étaient. Donc c'est une sorte de jeu, mais ça oblige à focaliser son attention sur un truc. Vous voyez, vous commencez A, B, C, puis ensuite, vous continuez D, E, F. Et quand vous dites stop, il faut qu'ils en soient tous à la lettre M, par exemple. Et une chose que j'avais aussi bien appréciée, et ça rejoint une question qu'on a là, la question en l'occurrence, c'est de quelle manière l'écran favorise ou empêche l'attention. Donc, on pose une vraie question, est-ce que c'est forcément toujours néfaste parce que c'est ce qu'on leur attribue assez volontiers, ou est-ce que ça peut au contraire justement attiser l'attention? Et puis, ça me rappelle, je rebondis sur quelque chose que j'avais vu sur un de vos TEDx, c'était de dire, voilà, ça ne nous étonne pas si on lit le journal, on regarde notre téléphone et en même temps on regarde la télé. Par contre, ça va nous étonner si on va manger le dessert avec les spaghettis puis la salade tout Et mélangé. voilà, ouais. C'était une image comme ça qui parlera peut-être assez aux élèves. Alors, est-ce qu'on peut partir de là pour essayer de comprendre qu'au point de vue attention, justement, ça peut aider ou ça peut être nocif ou ça peut… Oui, si vous mélangez tout, c'est comme vous prenez des couleurs, vous avez un joli bleu, un joli rouge et un joli jaune, et puis vous mettez tout ensemble. Ça ne donne plus rien. En fait, ce qui est joli, c'est quand c'est structuré, quand il y a un beau rouge, un beau vert, etc. Alors parfois un petit peu de mélange, mais oui, on veut tout faire en même temps, mais ça, c'est le problème de… On a toujours ce circuit de la récompense qui nous dit, bon, j'ai un temps limité, il y a tout ça qui paraît rigolo à faire, je vais tout faire en même temps. Vous savez qu'il y a des systèmes maintenant pour les séries, pour les regarder plus vite. Vous pouvez les regarder en 2 fois plus vite. Comme ça vous permet de regarder 2 fois plus d'épisodes de séries et il n'y a pas de limite à ça, hein. On peut se surstimuler, on a cette espèce de peur de passer à côté de quelque chose de vraiment bien. Sauf qu'à un moment, il faut réaliser que de toute façon, le nombre de séries, il est quasiment infini, le nombre de vidéos à regarder, le nombre de livres à lire. Donc, de toute façon, il faut accepter de renoncer, hein. On ne pourra pas tout faire. Et finalement, regarder 2 au lieu d'une, qu'est-ce que ça change? Donc, apprendre à se concentrer, c'est aussi apprendre à renoncer. C'est apprendre à dire,
voilà, pendant l'heure qui vient, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et puis le reste, bah, tant pis. Et voilà, parce que c'est comme quand vous faites le tour du monde. Vous faites le tour du monde, c'est très frustrant parce que vous vous rendez compte après votre tour du monde que vous avez parcouru une ligne alors que le monde, c'est en 2D. Et la vie, c'est comme on est mortel, hein, bah, ce n'est que, être un seul endroit de l'espace et pas tout en même temps. Et donc, comme l'attention, c'est ça, c'est sélectionner, ben, voilà, faut accepter ça. Il faut accepter à un moment donné qu'on peut être qu'à un endroit et qu'on peut faire attention qu'à une chose. Et puis pour savoir, est-ce que ces écrans favorisent ou empêchent l'attention? Ça peut être dans les deux sens ou c'est forcément Ah, les écrans sont extrêmement puissants pour attirer l'attention sur ce que vous êtes en train de faire sur écran, puisqu'ils sont conçus pour. Euh, Après, ils vont avoir tendance donc à fonctionner beaucoup sur le circuit de la récompense. Ils stimulent le circuit de la récompense. Donc, là encore, c'est le facteur qui fait que vous êtes très concentré sur ce que vous avez fait sur écran. Le problème, c'est après, c'est le retour au monde réel. C'est-à-dire que vous avez été surstimulé, vos circuits de la récompense étaient surstimulés par l'écran, et tout d'un coup, vous devez lire un truc qui n'est pas très amusant. Bah, votre circuit de la récompense, il va hurler parce qu'il s'est habitué. C'est un truc qui se norme. Il se norme, le circuit de la récompense. Il s'habitue à un certain degré de stimulation. Quand tout d'un coup, vous retournez sur un livre où il ne se passe pas grand-chose, c'est vécu comme une vraie punition. Donc, ça devait être… Voilà. Et le nombre d'exemples où, quand on a tout d'un coup, on prend des périodes où on est moins stimulé par les écrans et où on va du coup redécouvrir des choses qu'on aimait bien faire, mais qu'on avait un peu, qui étaient parties en deuxième, troisième, quatrième, parce que c'était toujours moins marrant que les écrans. Voilà, et c'est très courant en fait, ces moments sans écran où on retrouve d'autres activités qui sont intéressantes. Donc il faut pas les jeter à la poubelle, mais il faut quand même garder ce circuit de la récompense on check, comme on dit en anglais. Faut le garder du coin de l'œil parce qu'il a quand même vraiment tendance à essayer de prendre le contrôle du cerveau. Ouais, puis les jeunes, on n'arrive plus à faire qu'une seule chose, en fait. Ils vous disent, s'ils font pas trois choses en même temps, ils vous disent qu'ils s'ennuient. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, alors ils font trois choses en même temps, certes, mais ils les font sur la base d'automatisme. Vous voyez, dans des échanges de SMS pendant des jeux vidéo, pendant qu'on regarde des séries, c'est pas des textes de 20 lignes argumentés. Ça va, ouais, ça va. Enfin, c'est quand on parle comme ça, en faisant complètement autre chose, quoi. C'est un niveau de conversation qui est, en termes de profondeur lexicale et sémantique, qui est assez limité. Donc, il y a une apparence de donner plusieurs choses en même temps, une apparence de faire plusieurs choses en même temps, mais qui en fait est limitée. Il n'y a pas de vraie connexion en fait entre individus dans ce cas par le langage. Ok, alors je crois qu'on arrive un petit peu au bout là. Thierry ou Amélie, vous voyez une question encore peut-être? Oui, est-ce qu'il y a du bon stress qui peut stimuler les élèves, Oui, justement, alors le la stress, concentration? oui, c'est le stress positif de motivation. Vous êtes très motivé par quelque chose. En fait, le stress que vous ressentez, c'est un décalage entre là où vous en êtes et là où vous aimeriez en être. Vous aimeriez avoir déjà fini. À la limite, vous avez un livre passionnant que vous avez absolument envie de lire. Bah, cette espèce de tension qui vous amène à le lire, c'est une forme de stress positif. Donc oui, c'est très moteur. Mais c'est aussi du stress, il faut le savoir. Je vois une question sur la procrastination. C'est une question classique. Oui, souvent la procrastination, elle vient du fait que vous ne voyez pas comment commencer. Vous n'avez pas quelque chose qui vous appelle dans la tâche. Si vous avez ramené votre tâche complexe, assez complexe ou vague, que vous n'arrivez pas à commencer, vous l'avez ramené à une première étape immédiate, toute simple. Dans 3 minutes, vous voyez exactement ce que vous aurez fait. Retrouvez le numéro de téléphone d'un tel. Bon, juste ça. Eh ben, vraiment, l'objectif, il est là, juste sous votre nez, là, à portée. C'est beaucoup plus motivant, beaucoup plus facile de se mettre en action. La procrastination, elle vient d'un décalage entre l'effort que vous percevez pour faire la tâche et la récompense. La récompense, donc d'avoir fait la tâche terminée, elle paraît lointaine et ténue et incertaine, et l'effort vous paraît immédiat. Vous voyez parfaitement le coût, ce que ça vous coûte, vous ne voyez pas ce que ça vous rapporte. Donc, si vous découpez et que vous ramenez des tâches plus simples, le coût est très diminué et l'impression de succès et la récompense apparaît beaucoup plus amplifiée. Donc, c'est ce qui va combattre la procrastination. Ouais, donc pas faire des to-do trop importantes pour décourager de suite, quoi.
pour les Oui, étudiants, par exemple. voilà, une to-do list bien découpée, mais ramenée à des actions concrètes. Pas apprendre l'espagnol ou apprendre mes verbes irréguliers. Ça, c'est des tâches qui sont trop vagues. Il faut ramener ça à des tâches beaucoup plus concrètes. Mhm. Et il y a des âges à partir desquels on peut demander une concentration plus longue ou un enfant de 5 ans ne va pas avoir la même concentration, c'est sûr, qu'un enfant de 10 ans ou de 15 ans. Oui, oui, parce que la partie du cerveau qui intervient dans la stabilité de l'attention, dans le fait de se fixer un but et de le garder en tête, c'est la partie avant, le cortex préfrontal, qui arrive à maturité à la fin de l'adolescence. Mais ça ne veut pas dire qu'un enfant beaucoup plus jeune ne peut pas déjà commencer à se concentrer sur des durées plus brèves. Simplement, il ne faudra pas attendre de lui un niveau de planification, une capacité de planification de ses actions dans le temps égale à celle d'un ado ou d'un jeune adulte. Il ne va pas vous dérouler Et en les 20 général, étapes oui. pour faire un gâteau. D'accord. Et en général, les enfants HP ont plus de mal à se concentrer ou... Bah, les enfants HP, le problème qu'ils ont, entre guillemets, déjà, j'aime pas dire que c'est un problème, parce que c'est quand même Et, globalement des enfants plus intelligents, enfin, qui sont intelligents, Oui. donc c'est pas un problème d'être intelligent. On a tendance à dire que c'est un problème maintenant. Non, les enfants HP, ils ont souvent ils ont l'impression de déjà deviner ce qui va être dit. Donc comme c'est du coup, s'ils devinent, c'est que c'est pas enfin, ça leur paraît pas important puisqu'ils savent déjà. Donc ils vont un peu se désintéresser. Parfois, ils fonctionnent sur une idée qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Donc ça, évidemment, ça déstabilise l'attention. Donc pour eux, c'est toujours la même chose, hein, le fait de leur donner des défis un peu plus adaptés à leur niveau, le fait de reconnaître avec eux que vous savez très bien qu'ils ne vont pas forcément être attentifs tout le temps, mais qu'ils ne peuvent pas anticiper les moments où il faudra vraiment être attentif, parce qu'ils ne savent pas tout à l'avance. Donc, vous pouvez avoir un petit code avec eux. Dites, ah, un tel, ok, j'ai compris comment tu fonctionnais, tu ne fonctionnes pas tout à fait comme les autres, mais je le reconnais, je le respecte. J'ai ce petit signe avec toi. Quand je te fais ce petit signe, ça veut dire que c'est important et que ça, je pense que tu veux pas le deviner. Le reste, je serai un petit peu plus tolérant. Donc, des choses comme ça, c'est très valorisant, ça peut aider. et si on parle des HP, si on parle des TDAH, donc des déficits d'attention, alors là, on va pédaler encore un petit peu plus fort pour l'attention, mais Ouais, moi, ce que j'ai vu, en fait, tout ce que j'ai vu comme accompagnement de ces enfants, ce qu'on leur propose en classe, c'est des choses que vous pouvez complètement déduire de ma conférence. Par exemple, par exemple les placer à l'avant plutôt qu'à l'arrière, parce que l'arrière, vous voyez tous les copains. Donc, tous les copains, c'est plein de distractions, donc ça attire l'attention. Donc, votre système préattentif, il va être super sollicité. Donc, on les met plutôt à l'avant. Devant eux, il n'y a pas grand-chose, il y a juste ce dont ils ont besoin. On va leur proposer aussi des tâches plus courtes, éventuellement minutées. Là encore, parce que pour avoir une seule intention claire, pour pas qu'ils se perdent, une intention claire à court terme, parce que leur intention, elle va rapidement être oubliée. Donc voilà, on va relancer l'attention. Ben voilà, tiens, voilà ce que tu dois faire. Donc des petits succès fréquents. Je réussis, je réussis, je réussis. C'est des enfants qui ont moins d'endurance que les autres. C'est comme des enfants qui courraient. Vous leur demandez à certains de courir 1 kilomètre. Il y en a qui vont être complètement essoufflés au bout de 50 mètres. On va courir on va leur demander moins, de courir moins longtemps. Puis après, progressivement, ils vont développer une forme d'endurance pour peut-être rattraper le niveau d'endurance des autres. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc des durées après un petit peu plus longues. d'où l'importance de nouveau de séquencer les tâches, comme on disait. Bien sûr, ouais. Et puis peut-être la dernière question, on y a en partie répondu, mais c'est le rituel de mise en attention au début du cours. On a un professeur qui dit, est-ce que voilà, ça prend du temps hein, de faire ce petit rituel au début, vous le disiez, il y a un professeur là qui met la tête les élèves mettent leur tête dans les bras, etc. Ça prend du temps, mais est-ce que c'est effectivement des minutes gagnées ou perdues sur le reste du cours? C'est-à-dire que peut-être qu'on va justement réussir à les capter et puis qu'on part avec une équipe qui est derrière nous. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Perdre du temps pour en gagner, hein. C'est comme ça se retrouve à plusieurs niveaux, ça perd du temps pour en gagner. Le fait de découper sa tâche complexe en tâches simples, au début, on se dit je perds du temps parce que tout ce découpage, vaut mieux que je fasse tout d'un coup. Ah non, en fait, on se rend compte, si vous faites l'expérience avec les petites étoiles grises, les losanges, étoiles noires, losanges gris, vous avez envie de tout faire d'un coup, mais c'est l'horreur.
Donc, faut faire en plusieurs fois, d'abord découper, on perd du temps pour en gagner. Et le programme Atoll lui-même est parfois présenté comme ça par des professeurs qui l'ont mené, disent ben, on perd du temps parce que ça prend du temps de faire Atoll, mais après on en gagne parce qu'on va beaucoup plus vite. Donc oui, c'est un secret. Donc, une bonne nouvelle qu'on retient, c'est que ça prend. Donc, Oui, tout à fait. Ouais. on a d'espoir. Une mauvaise nouvelle, c'est que le multitâche, c'est un mythe pour les femmes. Donc, ça Pour les femmes comme pour les hommes, ouais. Pour les tâches non automatisées, je répète. voilà. Et puis, une autre mauvaise nouvelle, mais c'est très intéressant, et moi, j'aurais retenu ça aussi, c'est que se concentrer, c'est savoir renoncer. C'est apprendre à renoncer. Ça, je trouve que Oui, on est mortel, on ne peut pas tout faire, on n'est pas des dieux vivants. Ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai, on aurait tendance à vouloir trop faire, tout faire, et c'est là où on va se brûler. Ouais, de toute façon, ce ne sera pas assez. Oui, oui, vous avez raison, donc de toute façon. Alors, à moins qu'il y ait des personnes qui hurlent, on avait la possibilité de lever la main. Oui, alors, attendez, il y a une personne qui a levé la main, justement. Voilà. La période ado est assez difficile. Oui. Et aussi les professeurs et parents, quels sont les conseils spécifiques à cette période? Non, Ouais. alors c'est pas fou, hein. D'abord parce que quand on est ado, il y a plein de choses dont il faut s'occuper. Voilà, dans son corps, dans son mental qui change, dans sa vie sociale. Voilà. Moi, l'expérience avec les ados, on a commencé avec les ados, enfin ados 16 ans, pour l'enseignement de l'attention. Bon, il y a quand même un tiers de la classe qui disait, ben, en fait, ça ne sert à rien parce que soit ça m'intéresse, dans ce cas, je suis attentif, soit ça ne m'intéresse pas, et pourquoi je serais attentif? Donc, le problème qu'on a avec cet âge-là, et qu'on a beaucoup moins avec les enfants plus jeunes, c'est qu'il y a un couplage très fort entre circuit de la récompense et attention. Mhm. En gros, voilà, c'est très difficile de se concentrer, d'être attentif à quelque chose qui n'est pas immédiatement récompensant. Et donc, il faut, dans le programme Adol qu'on a, qui est téléchargeable tout pareil, qui est plus pour les ados, on y va assez frontalement, c'est-à-dire qu'on fait de la philo là-dessus. On leur dit, ok, maintenant tu es ado, donc tu peux commencer à comprendre certaines choses, on peut commencer à te parler comme un adulte, comme un grand, euh, et tu peux commencer à faire face à ta nature d'être humain comme un adulte aussi, voilà, parce on a ces limites dans notre cerveau. Est-ce que la vraie liberté, c'est pas d'être capable de suivre un cours de maths quand tu n'aimes pas les maths? Justement, est-ce que c'est pas ça la liberté? Plutôt que de ne pas y arriver, que ce soit impossible parce que ton circuit de la récompense t'empêche de le faire, parce qu'il te fait ressentir un sentiment de brûlure dans ton corps, d'ennui, pour avoir de nausées tellement ça t'ennuie, et qu'il a complètement pris le contrôle. Est-ce que la vraie liberté, c'est pas être capable de prendre distance par rapport à ça en disant, mon petit gars, tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es très malheureux, mais je vais quand même écouter. Donc, vous voyez, je pense que c'est un âge auquel on peut commencer à avoir un discours qui est un peu différent. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est vrai, on en avait parlé avant, c'est de dire que le programme Atoll, c'est plutôt pour les petits-enfants, et Adol, Oui, 6, 11, 6, 11, 6 ou 12 ans. Et voilà. Adol, c'est la version pour les ados, Exact. ados, adultes, hein, en fait. Ouais. Et où, en fait, les outils sont exactement les mêmes. Mhm. Simplement, dans Atoll, on va plus raconter des belles histoires au début, parce que c'est important, on fixe le cadre. Dans Adol, on est beaucoup plus directement sur les outils, puis donc on leur parle comme des grands. Et puis, on va utiliser aussi les vrais mots de vocabulaire scientifique. On ne va pas parler de neurones chef, on va parler de cortex préfrontal, enfin des choses comme ça. Ok, parfait. Et peut-être pour clôturer, est-ce que vous voulez nous rappeler les livres que vous conseillez, vos livres que vous conseillez Ouais, pour alors les professeurs et les il y en a élèves? peut-être trois en fait. Il y en a un qui est de façon assez superficielle, qui en fait recouvre les idées principales, qui décrypte en fait l'attention et la concentration. C'est les petites bulles de l'attention. Ça a bien marché parce que c'est une BD, ça se dit bien, voilà. Par contre, c'est pas avec la BD que vous allez savoir vraiment que vous allez obtenir une vraie maîtrise de votre attention. Ça ira pas jusque-là. Le bouquin que j'ai sorti en octobre, qui s'appelle La magie de la concentration, c'est sa vocation. Sa vocation, c'est vraiment tout un programme. Enfin, c'est vraiment toute une éducation de l'attention, mais qui se fait de façon un petit peu sympa parce que c'est un dialogue entre un enfant ou un jeune et un adulte. Le jeune qui au départ ne s'intéresse pas du tout à l'attention, mais bon, de fil en aiguille, à travers des petites activités autour d'une table avec une pièce de monnaie, un rouleau de sopalin, etc., il va comprendre comment fonctionne l'attention et finalement ce qu'il faut faire pour apprendre à se concentrer. Donc jusqu'au bout, jusqu'à vraiment une attention pleinement maîtrisée. Donc ça, c'est la magie de la concentration. C'est du Odile Jacob. Sinon, alors, spécialement pour les enseignants,
Il y a l'attention, ça s'apprend. L'attention, ça s'apprend, c'est sorti chez Nathan, MDI, où là, bah, c'est ce qui permet vraiment de se lancer très facilement dans le programme Atoll après. Ça explique toute la logique du programme et tout ce qu'il faut avoir compris soi-même avant de se lancer. Donc voilà. Ok, ben, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Je ne vous ai pas beaucoup vu, mais je vous ai imaginé. On fera tous, était nombreux, en tout cas. attention, professeur, demain, tout le monde est concentré, tout le monde est attentif. Hein. Voilà. Et on connaît le prochain de philo. Hein. Est-ce que c'est la liberté de pouvoir, est-ce que c'est pas sa liberté, c'est d'écouter un bon cours de maths, hein, c'est ça? Quand on n'aime pas les maths. Voilà, quand on n'aime pas les maths. Voilà. On exprime sa liberté. Voilà. Comme ça, tous les profs de maths et de philo savent ce qu'il faut. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci à tous. Et puis, alors, à une prochaine conférence, on vous tiendra au courant et merci, bonne soirée. Au revoir. Merci à tous, bon appétit, Au si revoir ce à n'est pas tous. fait. Au revoir.